Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce dixième rotatif en fait deux chiffres, épisode des sommeliers de la lutte. Je m'appelle Max Perriard et je suis en compagnie du dithyrambique Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Comment toi tu vas, Maxime? Ça va bien, ça va bien. Alors, on a des lieux t'as un lieu de tournage un peu différent. Je pense que t'es dans ta famille, parce qu'on on tourne pendant le temps des fêtes, là, présentement. Exactement. On est présentement entre le Noël et le jour de l'an 2023. D'un coup que t'écoutes ça en 2025, puis tu te demandes, là, ben on est en 2023. Puis dans ça, je suis dans le sous-sol chez ma mère. J'essaie de trouver un setup un peu comme à l'habitude. C'est sûr que si tu nous écoutes à l'audio, c'est sûr que si tu nous regardes à l'audio, c'est un peu maudit, c'est même plate. Si tu nous écoutes à l'audio, ça change pas grand-chose pour toi. L'audio, on l'espère, reste de bonne qualité, mais le visuel est peut-être un peu changé. C'est pas un genre de faux fond en tissu que j'ai en arrière de moi, c'est un mur, là. Exact. Un tantinet changé, mais il n'y a pas grand-chose. Puis bonne année, hey, tout le monde. Oui. Bonne année 2024. De la santé, de la bonne lutte. Absolument. Des bons personnages, des bons heel turns, des bons face turns, c'est ce qu'on souhaite pour l'année qui s'en vient. Et on a... qu'est-ce que tu as fait de bon dans les derniers jours, mon Pierre? Ben, c'est ça, on a reçu des cadeaux. Comme je le disais dans l'épisode 9, on a été tous malades dans ma famille. On s'est passé un beau virus, toute la gang ensemble. Mais on s'est quand même réussi à un moment donné à nous donner nos beaux cadeaux de Noël. Tu sais que tu es rendu dans un certain âge. Je suis rendu à 33 ans. Et tu sais que tu vieillis, que tu n'es plus un enfant quand tu reçois comme cadeau de Noël un linge à vaisselle et tu es heureux d'avoir un linge à vaisselle, un genre de linge à vaisselle fait à la main qui essuie bien. Là. Tu sais, quand t'essuies, là, puis il s'enlève toute l'eau, il n'y a pas de résidus. Ah, ça m'excite, ça. Fait que... Il n'y a pas de petite momotte, il n'y a pas rien, là. Non, rien, là. Un coup, là, whoop, il n'y a plus d'eau. Fait que c'est ce que j'ai reçu comme cadeau de Noël. Bien content de ça. Toi, mon Max? Un vrai monsieur. Un vrai monsieur, absolument. Toi, Max, qu'est-ce que tu as reçu? Moi, j'ai reçu un SodaStream, hein. Ah! Fait que, il y en a quelques-uns, hein, qui ont probablement remarqué, hein, une consommation de bubbly de manière exagérée à travers les épisodes, mais ou de bulles en général. Fait que gros fan des trucs qui font du pétillant dans la bouche. Fan de bulles. Est-ce que t'aimes le champagne? Fan de bulles. Mais je te dirais, mettons la liqueur, ça serait quelque chose que j'aimerais couper éventuellement si je suis capable, mais c'est vraiment une drogue. Ouais, on le va sucre. voir si le sucre liquide, là, vraiment une grosse drogue. Mais on va voir, peut-être que j'essaierai de diminuer dans ma consommation. Mais là, on va essayer de s'aider avec un SodaStream. Fait que j'ai pas encore essayé, pas encore emballé, pas encore installé à la maison, mais on va voir si ça marche. Je te souhaite que ça fonctionne. Avec plein de petites bouteilles de... Ben, et ça, là, c'est tellement weird, hein, parce que ça a comme fait... En tout cas, tu sais, on a comme fait le cercle complet. Parce que, tu sais, à base, SodaStream, c'est pour genre couper les boissons gazeuses. Ouais. Mais maintenant, il y a des gels de SodaStream de liqueur. Plein de sucre, anyways. Fait qu'on a refait le cercle complet de genre la raison pourquoi ça a été créé et l'autre côté, bang, on crée un produit à l'intérieur de ça. Fait que... Le retour du balancier, mais un balancier vraiment pas sain pour la santé. C'est fun. Exact. Fait que tu sais, ça serait malade. Ça serait cool qu'un moment donné, genre, on ait comme tu sais, des espèces de chars électriques qui marchent au gaz, genre. Pour le starter, il faut vraiment du gaz. Gaz. Puis pour se rendre quelque part, il faut du gaz. Mais il y a une batterie dedans, là. Ouais. En même temps, comment tu veux que tes lumières fonctionnent? C'est ça. Ou tu sais, c'est ça, c'est les lumières puis la radio qui marchent au gaz. Exactement. Mais bon. Fait que c'est ça. On va voir ça. Sinon, on a toujours un petit mot de nos de vous, dans le fond, de nos fidèles abonnés. N'hésitez pas à liker, on le répète, liker les vidéos, mettez des 5 étoiles et faites des commentaires. Puis aujourd'hui, c'est le bilan partie 2. Hein, c'est pour ça que vous avez cliqué. Il y a eu le partie 1, le premier épisode. Et on vous avait demandé vos choix à vous. Les choix que vous aviez à nos catégories à vous. Fait qu'on vous demande la même chose à la fin. Durant l'épisode, quand vous écoutez, faites des pauses et écrivez-nous, vous, c'est qui vos gens. Et on a Pierre-Paul qui nous a écrit, qui a répondu à toutes les questions. Fait un gros merci, là, Pierre-Paul, parce que nous, on adore la conversation que ça crée. Vraiment. Puis, c'était vraiment le fun de te lire. Puis, moi, j'ai retenu un des trucs que Pierre-Paul a dit, c'est sur le non-lutteur, non-lutteuse de l'année. En numéro 1, il avait également Samantha Irvin, comme toi. Girl.
Alors, je le cite. Je crois que c'est l'une des meilleures annonceuses de lutte ever et je pèse mes mots. J'adore la manière comment Samantha annonce les membres d'Imperium et Chelsea Green également. Ouais. Elle est juste incroyable. Fait que Pierre est d'accord avec toi, assurément. Oh, que oui, très très d'accord. Fait que, Puis moi, j'aimais ça. Pierre, hein, on se supporte. Exactement. Puis moi j'aimais ça parce qu'elle était pas comme sur mon radar, puis elle me l'avait comme... Mais elle l'était, tu sais, je l'avais vue, mais elle était comme pas sur mon radar, puis là, j'apprécie encore plus depuis que vous l'aviez nommé. Fait que c'est le fun de mettre de l'avant des gens comme ça pour justement apprécier leur travail, parce que c'est ça, tu sais, souvent on oublie, tu sais, on va pas mettre genre la catégorie le meilleur technicien de ring. Quoique, un petit qui monte le mieux les turnbuckles. Mais... un petit shout-out quand même au garde de sécurité de la AEW qui est tout le temps qui est tout le temps là, oui. Qui est tout le temps là. Ah oui. C'est garde de sécurité de l'année. Ah ben, assurément, parce que moi, je le niaiserais pas, mettons. Ben, j'attends toujours son heel turn. J'attends son heel turn, pis qu'il défait quelqu'un par en arrière, un sucker punch, quelque chose, là. Ah, ça serait bon. Mais c'est ça, tu sais, pour faire tout dans la vie, il faut des gens qui sont un peu plus dans la coulisse, un petit peu plus dans l'ombre, puis c'est le fun de mettre la lumière sur ces gens-là, puis les remercier, parce que c'est des shows qui sont vraiment très, très, très intenses. Mais les sommeliers, c'est ça aussi, c'est de mettre en lumière certaines choses qu'on connaît peut-être moins, ou des éléments comme ça qu'on voit pas, ou qui passent sur notre radar. On est là pour ça. Eh oui. Et on va enchaîner avec une tout petite chronique Lexix. Chronique Lexix de cette semaine. Alors, un mot simple, un mot qu'on utilise souvent dans la lutte. Et c'est le mot pin. Ou un tombé. Un tombé, si on veut y aller en français. Donc, le pin ou le tombé. Pierre, c'est l'action de maintenir les épaules de son adversaire sur le tapis, à l'intérieur du ring, pour un compte de 3. Et lorsque tu as un compte de 3, ça signifie la victoire à la lutte. Alors, si on vous dit qu'il y a eu un pin réussi, ou le match est terminé avec un pin ou avec un tombé, c'est ce que ça veut dire. Donc, probablement, la plupart d'entre vous est au courant de tout ça, mais on se fait un lexique pour éventuellement avoir une banque de recherche très importante où on va voir tout. Et on a eu aussi un Philippe qui nous a peut-être demandé éventuellement de faire un ramassis de tous ces lexiques-là, puis de se faire un post spécial que vous pourriez partager avec des amis qui connaissent pas ça pour leur montrer c'est quoi les luttes. Fait que lorsqu'on sera un peu plus loin dans l'année et qu'on aura un peu de temps, peut-être, mettons, vacances d'été, je pense que ce sera vacances un bon d'été, temps. On va avoir 6 mois de lexique. Un spécial Noël du campeur de Lexix, je sais pas, n'importe quoi. On verra ce qu'on fera, mais c'est une bonne idée, puis je pense que c'est le genre de vidéo qui pourrait vivre dans le temps pour si vous voulez montrer à des amis, tout ça. Absolument. On va se rendre éventuellement à ça, mais là, on va se concentrer sur le bilan de l'année 2023. Deuxième partie. Alors, on a beaucoup d'autres catégories qu'on n'a pas parlé dans le premier épisode. Donc, selon moi, la catégorie la plus importante pour les sommeliers de la lutte, qui est le match de l'année. Parce que c'est ça qu'on fait principalement, nous. On analyse des matchs de lutte lors de la lutte. Fait que on la met en dernier. Ça va être la plus importante. Puis on s'en est permis 5 et ça a été très difficile de se limiter à 5. Vraiment pas facile de décider quel... Tu sais, on a chacun, je pense, choisi une dizaine. Puis de ça, il fallait en choisir 5. Déjà, d'en choisir 10, c'était pas facile. Non, ça sera pas évident. Puis c'est... En tout cas, on va voir. Mais d'après moi, on reste... Il y a eu beaucoup de matchs là, très bons cette année. Fait que j'espère qu'on se répète pas trop pour qu'on puisse en parler de 10, justement. Mais on commence tout de suite avec la catégorie merch. Aussi donc, une très importante, là. Très importante quand même. Là. C'est ce qui rapporte quand même une pas majorité, mais qui rapporte quand même beaucoup d'argent aux lutteurs directement. Exact, mais c'est une manière d'encourager aussi le produit ou un lutteur en particulier. Tu sais, je me souviens d'une époque, un Bryan Danielson, ça l'a aidé d'avoir sa marchandise qui s'est mise à se vendre quand même rapidement. Que grâce à ça, la WWE, ça l'a mis sur le radar. Et on devrait peut-être le monter plus haut que le low card, mid card, puis donner un règne qui fait du sens. Donc, le pouvoir du portefeuille. Le pouvoir du portefeuille, c'est bien dit, j'aime ça. Ouais, mais au-delà du portefeuille, c'est quand même le fun qu'il y a des beaux designs à travers les différentes marchandises qui sont données. Fait qu'on vous a fait un petit top 3, chacun des t-shirts qu'on a le plus apprécié. Ça peut être d'autres types de merch aussi, mais qu'on a le plus apprécié. Fait que, commencer tout d'abord, moi de mon côté, je vais y aller avec un Sami et KO, un chandail qu'il y avait ensemble et qui n'a pas été très populaire. Je pense pas qu'ils ont mis non plus. Je pense qu'ils l'ont peut-être mis une fois à l'écran. Ils l'ont mis pour Mania, peut-être?
Au cours de ce run-là, mais moi, c'est celui... Là. Non, mais moi, celui que je parle en particulier, c'est celui où ils sont vous le voyez à l'écran en ce moment, fait qu'il y a comme un design de deux joueurs de jeux vidéo, puis d'un côté, t'as KO avec ses forces et faiblesses. Donc, dans le finisher, il y a Stunner, et du côté, t'as Sami Zayn avec le Helluva Kick, et là, t'as le Stunner. La barbe, celle de Sami est plus élevée que celle de KO, mais... La dernière en bas que j'aimais beaucoup le clin d'œil. On a Intensité du côté de KO qui est au max. Ouais. Et on a Generico du côté de Sami Zayn qui est au minimum. Parce qu'il n'est pas générique. Il n'est pas Sami générique. Zayn. Un petit clin d'œil à son Exact. ami. Exact. Ou on sait pas. À quelqu'un. Bref. Peut-être les rumeurs qu'on a parlé au dernier épisode. Mais c'est un chandail qui m'a bien fait rire. Puis que j'ai... Je trouvais que c'était un truc clever aussi pour faire un petit passe, un truc du passé aussi qui a pas été développé à l'intérieur de la WWE, mais qui ont été capables d'insérer à l'intérieur de le merch. Fait que... Moi, de mon côté, j'en ai choisi quand même 3 du côté de All Elite et 3 du côté de la WWE. J'en passe un chaque. Vas-y 2 à la fois. Ouais, vas-y 2 à la fois. 2 à la fois. Donc, moi aussi, du côté de la WWE, comme en 3e place, j'ai KO, mais le KO. Classique, le tape en avant. Le tape. Moi, je suis très classique. Le bleu, le dernier le dernier qui est sorti. Je suis très classique dans mes choix de t-shirt. Comme vous voyez, je suis tout le temps de quoi. Je suis très très neutre. Fait que moi, quand il y a trop de flafla, j'aime pas vraiment ça. Et en 3e position, du côté de All Elite, c'est le Better Than You Baby aussi, que je trouve très beau, mais pour aussi la signification que ça apporte. Parce que c'était une des meilleures, c'est pas la meilleure storyline de l'année. Ouais. On pourrait revenir dans peut-être. On va voir tantôt. On verra tantôt. Fait que ces 2 t-shirts-là sont en 3e place pour moi, autant de la WWE que de All Elite. Qu'est-ce qu'on a en 2e place chez Period? De mon côté, en 2e position, je vais avoir le I'm Your Mammy de Rhea Ripley. Moi, ce que j'aime dans mes t-shirts de lutte, c'est être capable de les sortir du contexte de lutte, puis que ça soit quand même intéressant. Et le I'm Your Mammy de Rhea Ripley, je me verrais bien donner ça à des grands-mères, à des... Tu sais, c'est le genre de truc que je donnerais en cadeau à ma grand-mère, parce que c'est I'm Your Mammy. Fait que même si elle écoute pas la lutte, c'est quand même drôle de mettre ça. Puis Rhea Ripley, excellente, gros personnage. Le catchphrase de Mamie est super fort aussi. Fait que moi j'ai aimé ça pour le côté qu'on est capable de le sortir et que même des gens qui aiment pas la lutte vont aimer ce t-shirt-là. Puis en plus, ben moi ça arrive souvent là, que je porte des gilets de lutte dans la vie de tous les jours, puis que je croise des gens, puis qui voient juste « Hey, t'as un gilet de lutte », puis ça part des conversations dans le métro, ça part des conversations ici et là. Fait que ça, c'est une manière de le porter dans la vie de tous les jours, mais en même temps que si quelqu'un catch c'est quoi, ben tu peux jaser avec de la lutte. Donc, très cool. Bien aimé en 2e place, du côté de la WWE, j'ai Daddy's Back, donc un petit clin d'œil à Randy, à Mamie. À Mamie, exactement. Ouais. Très classique, très beau, avec un KO en avant, puis Daddy's Back en arrière, super. Très sobre, j'aime beaucoup ça. Et du côté de AEW, c'est pas un design de cette année, mais j'ai quand même mis parce qu'il existe. C'est le design de FTR, très old school, très classique, années 80. Avec des arcs-en-ciel un peu, là. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, puis vous le savez, je suis un très très gros fan de tout ce que FTR fait. Donc, le design pour moi est au top 2 de la All Elite avec Daddy's Back pour la WWE. Yeah, il est très beau celui de FTR. Moi, j'aime leur gimmick qui tourne autour de ça, des années 80, le style de lutte. Ça marche vraiment bien avec vraiment bien. Il look the part, comme on dit en anglais. Ouais, vraiment. Puis moi, la première position, c'est un chandail que j'ai bien aimé, que je porte présentement, qui est le Honorary Abs. Oh, on voit dessus, en tout cas. Ça, Honorary Abs de Sami Zayn, et qu'on va voir à l'écran, mais aussi toutes les variantes qui sont moins Québec, là, mettons, là, mais le Honorary Use, exact. Mais le Honorary Use, mais le Honorary Abs, je l'ai bien aimé parce que je suis capable de le porter dans la vie de tous les jours, vu qu'on vient de Montréal et que même des gens qui suivent pas la lutte voient ce gilet-là et le trouvent beau. Ouais. Hey, t'as acheté ça où? C'est quoi? Fait que c'est un gilet qui a été fait dans le cadre d'Elimination Chamber, avec la feud de Sami Zayn contre Roman Reigns. Et qui a quand même été mis de l'avant. Je pense qu'on est plusieurs qui l'ont acheté parce qu'il est super beau, pour vrai. Je trouve que les designs qu'ils font lorsqu'ils viennent à Montréal, la WWE, sont souvent très originaux, très le fun à acheter, à regarder.
Donc, cette année, je vais mettre celui-là, mais Cool. également sur The Honorary Use. Je trouve que c'est une bonne manière de montrer son approbation, si on veut, à un lutteur, mais en même temps en faisant partie aussi de lui. Genre, tu sais, on est dans sa gang, genre. Parce que moi aussi, je suis un membre honoraire des Use, ou je suis un membre honoraire du Canadien de Montréal. Fait que j'ai bien aimé ce design cette année. Très cool. C'est ce qui manque un peu à All Elite, je trouve, de Ouais, être vraiment. capable d'aller chercher. J'en ai pas mis, d'ailleurs, moi, dans mon top 3. Il y en a Absolument, aucun dans puis les. t'as raison, parce que leurs t-shirts sont parfois très dégueulasses. Mais c'est ce qui manque un peu, je trouve, de... Puis tu sais, ils ont les meilleurs vendeurs de tous les temps, côté merch, qui sont les Young Bucks, qui ont un peu réinventé comment ça fonctionne un peu, sur les indies surtout, qui ont pas été capables de capitaliser là-dessus. Je trouve ça plate. Moi, en première position, du côté de la WWE, j'ai celui de Punk, qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Parce Le que, bleu. Bleu avec le point, avec l'éclair, avec les étoiles de Chicago de chaque côté. Vous allez le voir en super, juste là. Je l'ai dit souvent, je vais le redire, Punk, c'est pas mon préféré, mais ça représente quelque chose quand même dans la lutte, ce logo-là, et que ça revienne à la WWE, c'est pas rien, ça veut pas rien dire, faut pas passer ça sous le silence, donc il est dans mon top. Il est dans mes mentions honorables de mon côté. Très Puis cool. même, j'ajouterais même sa version à la All Elite Wrestling. Oui. Parce qu'il a fait une bonne partie de l'année également là-bas. Je pense qu'il est dans le top chart des deux compagnies. Même, je pense que oui. Il est le meilleur vendeur des deux côtés. Fait faut que le faire, Sir Phil Brook devrait être content de recevoir ses royautés de gilet parce qu'il en reçoit des deux bords. Je pense que oui. C'est assez drôle. Il reçoit encore des chèques écrits All Elite pendant qu'il y a des chèques qui t'écrit Endeavor de l'autre bord ou WWE d'un côté. C'est très drôle. Puis peut-être fait à noter ou dans la petite histoire là, du côté de la All Elite Wrestling, on n'a pas été aussi chien que la WWE à l'époque où Punk avait quitté pour ne pas lui payer de royauté. Vrai, je savais pas. Ils ont pour coupé, coupé le contrat. Ils ont pas coupé le contrat, ils ont mis les gilets à vendre 1$. Oh! Fait qu'ils touchaient fait le qu'ils, pourcentage ils ont de tout... $. Exactement. Fait qu'ils ont écoulé le stock de CM Punk la première fois qu'il a quitté la WWE à coût de 1$ juste pour sortir tous les t-shirts puis pas qu'il fasse une scène. Hey, ça, c'est Donc, ça, drôle, c'était très c'est chien. Ouais, pis ça, c'était un move de je domine l'industrie pour me permettre de perdre de l'argent comme ça. Mais je veux juste pas y donner d'argent. Mais bon, il y a eu beaucoup de sagas judiciaires. Ouais, c'est très vite. Très, très vite. Et, mais Tony Khan a un peu plus de respect. Donc, il n'a pas fait la même chose. Il a quand même laissé les gilets à leur prix normal. Donc, Puis en première position, en fait, de côté d'All Elite, je veux quand même souligner le chandail de Jay Briscoe à son honneur. C'est pas un chandail que les fonds allaient à la famille. Ouais, exactement. Tout pour tout ça, pour les fonds qui sont donnés à la famille, pour le support qui est donné à Jay, à Mark aussi, son frère, qui est encore là, qui lutte activement. J'adore vraiment ça. Je vais souligner, j'ai entendu ça cette semaine. Ça n'a aucun rapport avec la merch, mais ça vient de me popper là. Mark Briscoe, au moment où on se parle, n'a pas été loin, ne s'est pas rendu loin dans le tournoi continental. Et il nommait en entrevue que c'est parce qu'il n'a jamais lutté en simple dans sa vie. Et il réapprend complètement son craft. Et j'ai trouvé ça très, très intelligent de sa part de nommer ça de cette façon-là dans l'histoire qu'il est en train de nous raconter au travers du tournoi continental. Fait que ça fait extrêmement pour sens. vrai. Puis pour vrai, au-delà de ça, je trouve même qu'il y a un fond de vérité à travers tout ça parce que moi, je vois une progression quand même rapide. Ouais. Il me fait penser, je parle à des nerds d'humour aussi, là, mais Daniel Grenier, lorsqu'il est sorti des Chicken Swell, c'est exactement ce que je pensais. Il a tellement eu une progression, mais au départ, tu sais, tu commences en solo, c'est pas la même rythmique, c'est pas la même rythmique qu'en duo, qu'en trio, dans le cas de Daniel Grenier. Et en lutte, c'est la même chose, c'est pas la même rythmique, c'est pas les mêmes trucs, et je vois une progression super rapide du côté de Mark Briscoe. Moi, il était dans mes... je sais plus si je l'avais nommé, mais en tout cas, il était dans mes recrues de l'année ou des mentions honorables parce que je vois vraiment qu'il y avait une belle année, une belle progression en lutteur solo importante cette année. Puis qu'il nomme également dans ses entrevues d'explication de comme kayfabe, pourquoi il s'est pas rendu pourquoi il n'a pas gagné, pourquoi il s'est pas rendu plus loin. C'est intéressant, puis il y a le fond de vérité que j'aime également à travers ça. Moi, dans mes mentions honorables, j'ai le BCC du Blackpool Combat Club parce que j'aime les designs aussi simples. Et somme toute sobre, qui fait que c'est le genre de gilet que je peux porter dans la vie de tous les jours. Puis les gens savent pas c'est de la lutte, mais ils font juste ça. C'est un gilet comme les autres. Puis j'aime également le Cody Rhodes. Son gros logo là, avec la grosse tête de mort, là?
La grosse tête de mort, Ok, mais genre ouais. un peu glacée. La version que j'ai préférée, c'est la Ok. glacée où Ok, moi, je suis il y a moins genre là, un peu mais je de comprends. glace. Je comprends. Fait que je trouve que c'est un logo qui peut se mettre à toutes les sauces puis que ça me gêne pas de porter non plus dans un contexte où les gens connaissent pas la lutte, mais s'ils connaissent la lutte, ils vont venir m'en parler. Donc Absolument. c'était nos choix de Cool. merch de l'année. Et on va enchaîner avec la catégorie des clans / le terme stable de l'année. Donc là, on parle pas de tag team, on parle plus de groupes de lutteurs qui se sont dit de se mettre ensemble, d'une unité et de faire, ok, on est rendu un team et qui nous a le plus marqué, qui on a trouvé le meilleur. Je te laisse commencer, Pierre. Qui était en troisième position? En troisième position, j'ai le LWO qu'on a plus vu en début d'année. Je trouve que tout ce qui entourait le pay-per-view Backlash avec Zelina Vega qui était de l'avant, au summum de ce que la LWO était, on les a... L'histoire a continué à exister avec Rey Mysterio, avec Santos Escobar qui est aussi arrivé. Toute cette histoire-là était très très intéressante, j'ai trouvé. Et un clin d'œil aussi à la NWO, fait qu'il y a un peu de nostalgie au travers de ça, avec ce que Eddie Guerrero aussi a fait. Un clan qui, de la manière que ça a été créé, j'avais l'impression que c'était fait pour le pay-per-view, le Premium Live Event, le PLE. Backlash. Qui se passait à Porto Rico. Oui. Fait qu'on dirait, moi, il y a peut-être ça que j'ai moins aimé. Je sentais un petit peu forcé de, on s'en va à Porto Rico, qu'on ait un team un peu local. Je suis d'accord. Fait que ça a comme été mis un mois d'avance, à peu près un mois d'avance, mis de l'avant. Ben, ça a été plus mis de l'avant avant ça, mais vraiment mis de l'avant dans les histoires, ça a été un mois avant ça. Pas assez organique pas assez organique à mon goût pour que ce soit, mais j'ai aimé quand même la part de Rey Mysterio à travers tout ça. Ça a légitimé beaucoup de gens. Je pense Escobar en est ressorti aussi gagnant. Oui, il est rendu un mid-card qu'on voit partout. Puis je pense qu'il essaye de le monter. La feud qu'il y a avec Dragon Lee présentement, super intéressante. Là. Des bons matchs en tout cas. Fait que moi je l'ai pas dans les miens, mais je comprends ta position. Moi, troisième position, c'est peut-être. Certains vont me dire que c'est peut-être un peu bas pour tous les titres qu'ils ont autour d'eux. C'est Judgment Day. Judgment Day que je mets en troisième position. Troisième, j'ai hâte de savoir tes deux autres. Ben oui, j'ai hâte de voir aussi, mais Judgment Day, une grosse année, on s'entend. Une grosse année. J'ai hâte de voir qui j'ai mis en deuxième position. Ben moi aussi, c'est une surprise pour moi aussi. Ouais, Judgment Day, une grosse année, on s'entend. D'accord. T'as pas le choix de reconnaître. C'est probablement sont plus hauts pour toi. Puis, moi, ce que. On dirait, il y a comme. C'est du. En tout cas, les deux qui sont avant ça, on dirait qu'ils m'ont plus marqué par le in-ring de lutte aussi. Ok, je comprends. Puis par la force des histoires. Je pense que Judgment Day a juste été dominant de manière constante overall tout au long de l'année. Monday Night Raw tourne autour beaucoup du Judgment Day cette année. Puis depuis le début de l'année, toute l'année, ils ont été constants, ils ont été présents tout le temps dans toutes les histoires. Ils ont eu toutes les ceintures, toutes les Money in the Bank, ils ont eu beaucoup de choses qui ont tourné autour d'eux. Donc, on dirait, je les mets en troisième position parce que c'était voulu qu'ils soient mis de l'avant à ce point-là. Donc, c'est peut-être un côté un petit peu moins organique et un petit peu plus scripté, les mettre de l'avant. Donc, c'est pour ça. Mais pour vrai, j'aurais pu les mettre plus haut, plus bas. C'est juste, je préfère les deux autres que j'ai mis en deuxième et en première position. Hey, c'est ton top 3, hein? T'as le droit d'avoir tort, c'est correct. Exact, j'ai le droit. Moi, en deuxième. En deuxième position, j'ai House of Black. Parce que, justement, la part de lutte... Moi, c'est dans mes mentions honorables. Mention honorable de mon côté. Ils sont pas dans ton top 3. C'est correct, je respecte ça. Mais moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup leur aura. Des groupes violents là, qui sont prêts à déconcrisser tout le monde. J'aime beaucoup ça vient me chercher. Gros fan de Brody King. Gros fan de Malakai. Gros fan de Buddy Matthews. Et de Julia Hart, qu'on va peut-être parler un peu plus tard aussi dans un autre thème. Fait qu'ils sont en deuxième place pour moi. Je sais que c'est pas le stable qui lutte chaque semaine, puis je trouve ça malheureux. Il devrait être un peu plus présent au niveau de la lutte. C'est 4 lutteurs, vraiment très talentueux qui pourraient... Ils sont quand même à chaque semaine là. Ils sont là, mais ils vont pas lutter à chaque semaine. Et je trouve que c'est un peu tassé de mettre de côté ce qui devrait être de l'avant pour eux, ce qui devrait vraiment apporter en premier lieu. Mais Malakai Black, mais tu sais, t'as tout le temps un match de. Je pense que pour vrai, je serais surpris de voir quelle semaine aucun des membres lutté. Parce qu'il y a tout le temps quelque part qui sont dans un match
Ouais, quelque chose. Ouais, mais tu sais, C'est Rampage, qui écoute Rampage rendu là? Ok, mettons on enlève Rampage. Je pense qu'il y a quand même. Quand le jeune est Dynamite, il y a quand même des fois. Malachi Black un peu moins, mais Brody King dans le Continental il était là. Oui, Julia Hart, absolument. à partir de septembre, il y a eu une belle run aussi. Donc en fin d'année, je pense qu'ils ont été un peu plus présents. Je pense que oui, puis télé. J'ai l'impression qu'ils vont aussi ils vont prendre plus de place, j'ai l'impression, au courant de l'année. Plus ça va, plus justement, oui, ils en prennent de place, ils sont là chaque semaine, sont dans des histoires très centrales de la All Elite. Donc, House of Black pour moi en deuxième position. Parfait. Moi, en deuxième position, j'ai un style, un peu dans le même style aussi à la All Elite, j'ai le Blackpool Combat Club. Donc, le Blackpool Combat Club qui est un stable de lutte pure. Des gens qui sont très technical, sont très bons in-ring, qui ont décidé de se mettre ensemble. T'as peut-être un Moxley qui fit comme moins dans ce style-là, mais son expérience, son aura fait qu'il fonctionne super bien aussi. Son dévouement, tout ça, ça fait quand même Puis le côté plus violent aussi du Blackpool Combat Club, Moxley l'a vraiment beaucoup de son côté. Puis il y a toute une notion du respect que j'aime à l'intérieur du Blackpool Combat Club, qui est aussi avec leur adversaire. Tu sais, moi, le côté qui est un peu Ring of Honor, mais de hey, on a eu un bon match, puis après le combat, on va serrer la main si on sent qu'un lutteur ou une équipe mérite notre respect. Tu m'as poussé au bout de ma limite, je vais te serrer la main, puis je vais respecter ce que tu m'as donné comme challenge. C'est ce que j'aime de ce clan-là. Je pense qu'ils ont eu aussi des matchs de clan quand même à travers l'année mémorables, dans du 5 contre 5, dans du Stampede, je sais plus c'est quoi le terme, là. Je pense que c'était juste un Arena Brawl ou un Stampede, je sais plus quoi. Mais des bons matchs avec d'autres lutteurs, donc en équipe, puis tous individuellement, je les ai trouvés excellents. Donc, je les mets en deuxième position. Ils sont juste dans mes mentions honorables parce que je trouve que comme clan, ils se tiennent. Puis en même temps, c'est ce que j'aime beaucoup de certains clans, c'est qu'ils sont pas tout le temps ensemble. Par contre, des fois, j'ai l'impression, est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Ils sont ensemble, ils sont pas ensemble? Ils sont là, ils s'affichent comme, mais ils sont ensemble. Fait que des fois, je trouve pas ça assez clair comme clan. Fait que c'est pour ça qu'ils sont juste dans mes mentions honorables. Mais pour toutes les raisons qu'on a nommées, ils sont au top, ils sont dans les tops, c'est certain. Sinon, en première place, moi j'ai le Judgment Day qui sont en première place pour tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a nommé, le rapport à Raw cette année, tout ce qu'ils ont au centre de pratiquement toutes les storylines, de part et d'autre, Dirty Dom qui s'est amélioré fois 1000, Mami qui est la meilleure lutteuse présentement, je crois, et pour Finn qui trouve un personnage qui lui va super bien, c'est plus juste le babyface souriant, un peu drabe avec les abdos, qui est le fun, qui lutte bien, mais qu'il a trouvé quelque chose de le fun, un peu plus tweener, que j'aime beaucoup. Donc pour moi, Judgment Day est au top. Et tu vois, moi, c'est un Damien Priest que j'étais vraiment pas fan au départ. Moi, je trouve qu'il y a eu une belle progression d'année. Je pense que aujourd'hui, je l'aime beaucoup plus. Mettons, je vois ce que la WWE voyait de lui avant que je le voie. Puis il a réussi à se crédibiliser. Ce que peut-être un Baron Corbin n'a pas réussi à faire. Que je mets, mettons, dans la même position où il s'est fait donner beaucoup d'opportunités par le management. Mais que je trouve que Damien Priest, je vois la progression plus que je l'ai vu avec Baron Corbin. Corbin arrivait très green à NXT. Damien Priest arrivait en tant que Punishment Martinez avec un 15 ans, 12 ans d'expérience dans les Indies. Donc, quand même, un apport différent ou un background différent. Mais oui, côté opportunité, je suis très d'accord aussi comme caractère, comme persona, comme. On peut deux looks qui se ressemblent. Exactement. On pourrait les mettre un à la place de l'autre, puis ça pourrait pratiquement faire. Je pense que c'est ce qui s'est fait. Je pense que Corbin malheureusement a perdu son spot de casting au profit de Damien Priest. Absolument. Mais parfait. Moi, en première position, j'ai le Bloodline, qui a été plus fort en début d'année, mais qui a quand même été toujours présent. On s'entend, j'aime pas les moments où on fait juste sortir pendant 4 mois Roman Reigns de toutes les histoires de toutes, parce qu'il veut une pause, il est blessé. Peu importe quoi les raisons. C'est sûr, ça l'a affecté mon appréciation. Mais le Bloodline, ils ont, du mois de janvier jusqu'à Mania, ont des feuds incroyables. Je suis d'accord. On sont un stable qui sont dominants, que t'as le goût de suivre l'histoire, puis qui ont eu une storyline à l'interne aussi. Fait qu'on s'entend, ça a fait relever un Jey Uso que j'étais pas certain à quel point un Jey Uso serait capable de sortir son épingle du jeu en solo. Le Bloodline l'a aidé à se sortir. Genre de voir Jimmy.
Là, il reste Jimmy à peut-être être capable de faire la même chose. J'y crois moins que Jay, mais ils vont peut-être me surprendre aussi. Ouais. Solo, qui est très protégé aussi à l'intérieur du Bloodline, mais qui est comme protégé de manière positive, dans le sens où on y enlève ses faiblesses, puis ça lui permet de lui de continuer à travailler sur son jeu d'acteur, son jeu de promo, entre-temps, mais qui est très dominant sur le ring. Puis un Roman Reigns au sommet de son art. Complètement. En même temps, ça me fait rire, parce que je suis comme on avait raison là, de dire faites-y faire un heel turn, hostie, là. Mais depuis que ça a été fait il y a 2 ans. Pis... Oui, mais non, il était pas trop tôt, là. Mais depuis que l'arrivée d'Amon est dans sa vie, il y a un autre niveau, puis vraiment, c'est sa catchphrase qui est à un other level, il est au God Mode, puis il est vraiment au God Mode, fait que je mets le Bloodline en stable de l'année numéro 1 pour la dominance et le chef qui est incroyable. Je suis d'accord, moi je les ai pas mis, ils sont même pas dans mes mentions honorables, j'ai pensé, ils m'ont traversé l'esprit, mais je les ai pas mis là parce que justement, je trouve que c'est très répétitif depuis 1 an ou 2. Ouais. C'est correct parce que ça fonctionne. Roman est là, il est présent, il est God Mode, fait que c'est lui qui apporte des views, ses segments, c'est les plus regardés, il est au top de son art, mais j'ai l'impression au côté... Depuis que Sami Zayn n'est plus ça s'est épuisé. Ça s'est épuisé un peu, je trouve. Ouais. Là, Jey Uso est parti. Puis là, c'est qu'on est en train de placer des graines pour l'année 2024 et tout ce qui s'en vient l'année 2025. Fait qu'on est en train... Fait que, on monte haut, faut redescendre un peu pour être capable de remonter encore plus haut. Puis on est dans un moment où on est un peu plus bas dans le stable. Ouais. C'est pourquoi moi, je ne l'ai pas mis dans mon top 3. Ah ouais. Et ils sont même pas dans mes mentions honorables. Pas qu'ils je suis d'accord parce mais... que je pense qu'à partir de juin, c'est pas la même apport qu'ils ont amené, mais le run de janvier à WrestleMania, indéniable, moi, indéniable, mais c'est Sami. Tellement fort que Sami je sais que c'est Sami, mais Sami fait un peu partie de ce... Moi, c'est ça que j'ai aimé du Bloodline, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été... C'est ça que tu veux d'un stable, c'est... Evolution à l'époque a été capable de relever un Batista puis un Randy Orton alors qu'ils étaient les deux dreams de l'équipe. Absolument. Et là, je trouve qu'ils l'ont fait avec Sami, ils le font avec Jey Uso, ils sont capables de le faire aussi avec un solo. Fait que, alors que j'ai l'impression qu'avec un Judgment Day, il y a un Dominic qui tire son épingle du jeu, un Mami qui tire son épingle du jeu. Finn a toujours été bon, Priest aussi, mais ils s'élèvent pas au même niveau. Je comprends, oui, ok. Un Sami Zayn et un... Fait que bref, ben, tu sais. Vous, c'est quoi vos stables? Dites-le en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Et on va enchaîner avec la prochaine catégorie, qui est Pay-Per-View de l'année, ou PLE, comme la WWE les appelle, les Premium Live Events de l'année. Fait que, moi j'ai été aussi pas le même des deux côtés, fait que on va voir dans le top 3. Même fait chose. Que, je vais... go, je te laisse commencer. Je commence avec 3e position, je vais très fort avec WWE Elimination Chamber en 3e position pour exactement les mêmes raisons qu'on vient de nommer avec le Bloodline, avec Sami Zayn. L'apogée, le plus haut, le plus... Et que tu l'as vécu live aussi. Ça joue. Toi, tu l'as vécu live, puis tu peux pas... Ah, je pensais que tu l'as aussi. Moi, j'étais pas là. J'étais là live devant ma télé. J'étais à, je sais pas, 5-6 km du Sunbelt. J'étais presque là. Mais j'étais pas live, là, directement dans l'arena. Mais, puis même le pay-per-view complet, le Elimination Chamber de femmes que Asuka a gagné, Bobby Lashley contre Brock Lesnar, qui était quand même très bon. Les deux une surprise une surprise à la fin d'un de Logan Paul qui vient intervenir aussi dans ce match-là. Exactement. Qui était surprise. Beth Phoenix puis Edge contre Judgment Day, qui était un match super le fun à regarder. Un Elimination Chamber de gars où on fait shiner un Seth Rollins et un Johnny Gargano. Une chimie qui se crée entre les deux et finalement, on n'a pas capitalisé là-dessus. Mais c'est super intéressant. C'est le fun de les voir travailler ensemble aussi. Et le main event, ce début de main event-là, je peux aller le regarder une fois par mois. Juste les 10 premières minutes. Là, pas le match au complet, mais les 10 premières minutes où Sami et Roman se regardent, pis c'est des holy shit. La foule qui est tellement dans le match aussi. Là. C'est le fun. Mais moi, tu vois, je l'ai pas vu parce qu'on dirait que je le mettais dans mon angle mort. J'étais comme, c'est parce que t'es-tu trop proche de ton cœur pour le mettre à Montréal, ça. J'étais comme, c'était-tu bon? Mais oui, c'était bon, mais j'étais là, puis ça parlait de... C'était un truc local aussi. Fait que je l'ai pas mis pour ces raisons-là. Ouais. Mais j'ai beaucoup apprécié. Moi, ça a été un highlight de mon année de lutte, assurément. Mais qui t'a mis en 3e d'abord?
Moi, j'ai mis en troisième du côté de la All Elite Wrestling. Mhm. J'ai mis All Out. All Out qui était un pay-per-view à la suite de All In qui était hyper intense, gros vendu. On s'attendait à rien. All Out, on était même genre, comment ils vont faire pour faire un bon show une semaine après leur plus gros show. Et pour vrai, chapeau, ça a été excellent. Le in-ring de ce pay-per-view-là, il est très élevé. Qualité de lutte très fort. Forte. Surtout qu'il n'y avait rien annoncé la semaine avant, ou il y avait un match ou deux d'annoncé la semaine avant. Moi, c'est cette surprise-là. Le fait que j'ai pas aimé le booking pour se rendre à ce pay-per-view-là. Ouais. Mais le pay-per-view, quand tu le fais juste regarder ça, il va vieillir super bien. Il y a plein de bons matchs à l'intérieur de ce Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Je l'ai pas en avant de moi. Est-ce que tu as ça pas loin? Oui, j'ai entre autres, il va y avoir un match entre c'est pas long, je vous sors ça. On a les matchs qui m'ont marqué, mettons. On a un Moxley contre Orange Cassidy qui était super bon pour la ceinture. Main event, ça? Ouais, c'était le main event. On a le Bullet Club Gold contre FTRs et Young Bucks avec la feud entre FTR et Young Bucks qui suivait le pay-per-view d'All-In la veille, puis le Bullet Club Gold. Fait que ça, c'était un match et tout qui sortait un peu de nulle part, mais le niveau de ring était bon. T'as un Takeshita contre Kenny Omega. Super bon, grosse surprise de la victoire de Takeshita. Gros pace, puis gros, un peu un rub, pas un rub, mais un props, Kenny Omega qui veut mettre de l'avant Takeshita, qui est le prochain gros nom. Oui, c'est vrai. T'as un Danielson contre Ricky Stark avec un Danielson blessé. Le strap match. Et le strap match est un Ricky Stark qui moi, m'a surpris au niveau de son technical wrestling, si on veut. D'être capable de bien protéger un lutteur blessé qui était... Brian avait son épaule scrap. Qui a vraiment mis sur un piédestal après dans le scrum avec les médias. Après la table, la conférence qui est donnée, Danielson a donné plein de fleurs à Stark qui était très, très... qui méritait d'avoir, en fait, c'est ça. Fait que c'était les matchs, moi, qui m'ont le plus marqué. Il y en a d'autres également. Mais ça, c'était les gros matchs que j'ai faits. Tous ces matchs-là sont incroyables au niveau du in-ring. Fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'excellents matchs, disons. Très cool. Ce pay-per-view-là. Très bon choix. Je suis 100% d'accord. Moi, en deuxième position, j'ai le WrestleMania. Je l'ai aussi en deuxième position. Journée 1 en particulier pour... moi, j'ai pas fait. Moi, j'ai fait comme si c'était un gros show complet. Moi aussi, ça pourrait être ça aussi, tant qu'à ça. Parce que oui, c'est vrai que Reign... j'ai préféré la journée 1 aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que Reign contre il y a des bons matchs aussi dans la 2, mais j'ai préféré la 1. Le main event, Reign contre Cody est quand même un sapristi de bon match en entier, avec une fin qu'on s'attendait personne. Tout le monde s'attendait que Cody gagne. Mais c'est surtout pour le main event de la journée, le Night 1, la nuit ou la soirée 1, le premier gala, qui est Kevin Owens et Sami Zayn qui gagnent contre des Usos, un match complètement incroyable, un genre de 35 minutes de lutte complètement sauté sauté de la calotte. Un match qu'on sait que les gars sont capables de donner et qui ont donné. Kevin Owens qui headline WrestleMania une deuxième année de suite. Et on peut lui donner ça aussi. Là-dedans, il y avait... Flair, Rhea Ripley, que j'ai beaucoup aimé aussi. Contre Charlotte. Rhea Mysterio contre Dominic Mysterio qui wrap up un peu une histoire quand même super le fun. J'ai bien aimé Gunther contre Drew et Sheamus. Je sais pas si c'était un ou deux, mais c'était tout un match, ça et tout. C'est dans les matchs de l'année de beaucoup de gens parce que c'était des messieurs qui se tapent sur le chest. C'était impressionnant quand même comme qualité de lutte. Absolument. Un Theory Cena que j'ai bien aimé aussi. Oui. Un Rollins Logan Paul que j'ai bien aimé aussi. Oui. Fait que beaucoup de matchs que j'ai... Puis même, en tout cas, là, on va revenir un peu plus tard, mais la structure du pay-per-view, même dans les promos, tout ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça aussi. Je vais revenir, moi, dans un segment, dans une catégorie plus tard, là, mais j'en parlerai plus en détail. Puis, des bons matchs. Oui, vraiment. Pour mettre, tu sais, il y a des matchs un petit peu moins, tu sais, j'ai moins apprécié Lesnar-Omos. Il y en a beaucoup qui l'ont apprécié, ce match-là. Moi, je l'ai moins apprécié. OK. Mais il y a... mais Téléphone, il était quand même bien comme... J'ai trouvé qu'il était bien monté pour donner
Comment je dirais ça? Pour un peu donner le peut-être que Omos a une chance. C'est beaucoup des bear hugs, là, puis il essaie de montrer comment la force derrière le grand monsieur qui était Omos. Fait que non, moi non plus, c'est pas ma tasse de thé, mais Brock est tellement bon, il vend tellement bien que contre un Omos un peu plus green, ça fonctionne quand même super bien. Ouais. Fait que non, je l'ai aussi en deuxième position. Fait que vas-y avec ta première de ton côté. All In! All In moi aussi. All In moi aussi. Fait qu'on est d'accord. On a écouté les mêmes pay-per-view. T'as même place. Mais quel All In, c'était bon ça. C'était bon, c'était gros, c'était grandiose, on a osé. Moi j'ai aimé tout. On prend des musiques d'entrée qui sont pas les musiques d'entrée. Tu te sentais que c'était big, il y avait du budget. Tu te sentais comme à WrestleMania, là, pour vrai. Là. Ah oui. J'ai jamais senti ça à la TNA. C'est vrai. Tu sais, j'avais jamais senti ça depuis la WCW. Ouais, un gros d'envergure comme ça, là. Un truc d'envergure, de gens big, de comme... Tu te sens que tu vis... Tu sens que t'es... C'est ça, je le mets sur le même pied d'égalité que WrestleMania parce que tu sens que tu vas vivre l'histoire. Tu vas vivre l'histoire avec un grand H, là, tu sais. Oh oui. Pendant que t'es là, puis quand tu l'écoutes à la télé, fait que... Puis une excellente que la vente de billets, que le numéro de vente de billets soit vrai, soit faux, on s'en fout. À la fin, ça a été un bon match. L'aréna était pleine. L'ambiance était complètement fou. Il y a des matchs là-dedans, un Ospreay contre Jericho. Moi, je m'attendais à rien. Ça a été... un Punk Samoa Joe, qui est finalement le dernier match de Punk, qui était super... Il y a du monde qui n'a pas tant... Moi, je l'ai vraiment aimé, là, parce que j'ai aimé... Plein de clins d'œil à ce qu'ils ont fait avant. Mais pas juste ça, j'ai aimé l'intelligence des deux lutteurs, parce que clairement, Punk était face et Joe était heel. Ouais. Mais la foule voulait pas ça. La foule avait Punk heel et Joe face. Complètement. Fait qu'ils ont été intelligents de organiquement switcher durant le match pour que Joe soit un peu plus face. Fait que moi, prenne plus de hits sur lui. C'était un bon move de deux gars d'expérience qui sont capables de work in full puis de comprendre ce que la foule veut. C'était excellent comme match. Puis on peut pas nommer Adam Cole, MJF et Adam Cole qui commencent le show et qui finissent le show. Ça c'était, je pense pas que ça s'est jamais vu en lutte sur une plateforme aussi grosse que ça, ou en tout cas dans les ligues majeures de lutte. Puis que l'histoire aussi soit importante à travers ce match-là. Que tout suit quand même bien. Je pense mon petit point négatif, c'était que il était dans le pre-show, le match tag team. C'est lui qui ouvrait. Je l'aurais peut-être pris un petit peu plus long. Parce qu'on s'est peut-être plus attardé sur l'après-match plutôt que le match en tant que tel. Je suis d'accord. Je pense que aussi Open aurait mérité une meilleure mise de l'avant. Mais on s'entend, les deux boys, ils luttaient 30 minutes à la fin et tout. Fait que tu pouvais pas non plus risquer une vraie blessure. Même si c'est ce qui s'est passé dans le kayfabe. Tu voulais pas que dans la vraie vie, tu risques une vraie blessure parce que le main event qui est plus tard dans la soirée. Ça a été un match safe. Très safe. Pas de gros bumps tant que ça. Mais l'histoire était bonne. Moi, dans les autres matchs que j'ai adoré, le Jack Perry Hook, qui était aussi en pre-show, c'était excellent. Avec le spot sur que finalement Jack Perry est suspendu depuis à cause de ce spot-là. Je sais pas ça va dans l'auto, le spot dans mais moi, Hook m'a surpris dans ce match-là parce que son in-ring était fort, Jack Perry aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? FTR Young Bucks est excellent. Ça aussi, c'était très bon. Un Saraya qui gagne la belt chez elle, c'est le fun aussi à vivre. Gros pop, gros moment pour elle, complètement incroyable. Ospreay Jericho était bon. Moi, ce match-là, je m'attendais à rien, mais la preuve que Will Ospreay, je crois, est le ou dans les meilleurs lutteurs présentement. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Il est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Je sais que toi, tu le portes très haut en estime, mais pour être capable de sortir un gros match de Jericho, pas rien contre Jericho, c'est juste qu'il y a plus 20 ans. Pour être capable de sortir un gros match en simple, props. Ouais, une très bonne carte avec qui a été hypée, elle, contrairement à All Out. Puis pour ça, je le mets en avant d'All Out, parce que je pense que les histoires à l'intérieur étaient plus fun. Ils ont livré. C'est ça. Il y avait moins c'est ça. Ils ont été capables de livrer. Puis moi, c'est tout l'effet big comme ça, que j'ai jamais vu une autre fédération, à part la WWE, être capable que ça soit aussi big. Je trouve que c'est un élément important de mon appréciation. Puis tant mieux, parce que notre position 1 et 2, c'est les deux gros pay-per-view de chacune des fédérations. Ouais, exactement. Fait good job. Vous avez livré sur vos gros shows cette année. Ils ont fait ce que c'est supposé d'être sur papier.
en vrai. Ouais. Fait que ça fonctionne. Ça fonctionne. 100%. Exactement. Puis, t'as-tu des mentions honorables? Moi, j'en ai une. Revolution, j'ai pas, Ok. j'ai pas nommé les matchs, mais je sais que je suis sorti. C'est plus mon impression générale. Quand Revolution a fini, puis j'ai fermé ma télé, j'ai vraiment fait. Tout était bon. Je pense que ça a duré 3h30. C'était un beau petit pay-per-view bien rappé. La lutte était extrêmement de haut niveau. Puis j'ai vraiment sorti de là un peu essoufflé en me disant comme ah, c'était bon. Mais je me souviens plus pourquoi, mais c'est le sentiment que j'avais quand c'est terminé. Je pourrais sortir la carte là pendant que toi tu nommes. Ouais. Et moi, j'avais Forbidden Door en mention honorable. Ah, mon Dieu, oui. Très, très bon Bon match. Beaucoup de bons matchs avec. Moi, j'aime le concept là, d'ouvrir le Forbidden Door, justement, puis que ça soit deux fédérations qui s'affrontent, puis deux styles, les deux annonceurs. Des match-ups qu'on verrait pas habituellement. C'est ça. Si un jour on serait capable d'avoir cette version-là avec WWE contre AEW, je capoterais. Je pense pas qu'on va se rendre là, malheureusement. Mais c'est vraiment un concept que je trouve intéressant, qui nous rappelle l'époque des territoires. Oui, complètement. Là, c'est version mondiale, mais c'est super intéressant parce que c'est du genre c'est des dream match que tu es capable de faire. Fait que tu as un Okada, Danielson qu'on a eu en main event. Osprey, Omega, qu'on a vu également à la New Japan, souvent parce que les deux viennent de là, mais ce match-là était très bon également. Fait qu'il y a beaucoup de matchs très bons sur cette carte-là. Je l'ai pas mis dans mon top 3 parce qu'il faut choisir un moment donné. Mais même chose pour Revolution. Vois-tu le main event, c'est MJF contre Danielson. Leur excellent. Sudden Death Overtime de l'Iron Man, c'est ça. Ouais. Et il y a aussi eu le Texas Death Match de Hangman contre John Moxley qui était très violent. Jamie Hayter qui a battu Saraya. Donc, plein de bons matchs comme ça aussi. Puis c'est pour ça que je suis sorti un peu essoufflé. Pour le Iron Man de MJF contre Danielson, c'était un classique de lutte cette année. Vraiment. Fait que c'est ça nos matchs. Allez les écouter si vous n'avez pas eu la chance de les écouter. Vous voulez voir c'est quoi la bonne lutte cette année. Écoutez ces 3 pay-per-views-là, plus les mentions honorables. Ça va vous donner une bonne idée. Ok, oui. Des bonnes histoires. Ensuite, meilleur segment / match comédie. Donc, on voulait faire une catégorie qui met plus de l'avant le côté comédie de la lutte. Donc, qu'est-ce qui nous a fait rire cette année? Qu'est-ce que nous a gardé devant la télé, mais pas pour le niveau de la lutte, mais juste pour que tout ça nous fait passer un bon moment, nous fait décrocher, nous fait vivre. Hey, c'est-tu drôle, c'est-tu niaiseux, ce qu'ils sont en train de faire. Bon. Moi, j'en ai juste 2, fait que si tu veux commencer avec ton troisième... Hey, moi, j'en ai quelques-uns. Bon, parfait. J'en ai quelques-uns en mention honorable. Good. Mais mon cerveau, moi, il s'est pas rendu à la fin. Parfait. Je vais les nommer... en temps et lieu, mais moi, en troisième position, je vais mettre d'abord tous les différents segments entre MJF et Adam Cole. Donc, les constructions de personnages, comment que MJF a l'idée du kangaroo kick, tous ces segments-là. Le face turn super organique qui s'est fait du côté d'MJF, c'est tout bon. Puis de même côté, tu sais, ça aurait pu aussi virer. Est-ce qu'Adam Cole vire heel? Parce qu'il y a un peu eu cette rencontre-là. Tu sais, je pense qu'ils sont un petit peu plus du côté face, mais tu sais, t'avais tout un Adam Cole qui finalement a trouvé ça drôle de rire d'un gros, puis de... Tu sais, genre, il y avait ça à travers des gimmicks aussi. Ouais. J'ai bien aimé ces segments-là, que je pense qu'ils nous ont fait attacher, puis ils ont été capables de faire évoluer l'histoire. Parce que c'est ça le défi avec des vignettes comme ça, comment l'histoire ou les personnages évoluent, alors qu'on n'est pas dans un ring, puis je trouve que ça l'a bien réussi, MJF et Adam Cole. T'es as-tu, toi? Oui, il était là dans mon top 2, finalement. Bon, parfait. Fait que je vais enchaîner avec mon numéro 2, qui est peut-être aussi dans ton numéro 1, qui est toutes les différentes promos de Christian Cage en tant que patriarche. C'est bon. D'insulter les papas, puis les lutteurs qui ont plus de papa, puis il y a de quoi de très drôle, très niaiseux, très gratuit, mais genre, tu sais, tellement méchant, un peu comme quand t'aimes l'humour noir, là, que si tu vas tellement trop loin que ça devient drôle. J'aime ça. Dans les promos de Christian Cage à la All Elite Wrestling. Fait que j'ai mis ces différents segments-là qui m'ont fait rire à quelque part. Puis tu sais, le niveau de heat qu'il est capable d'aller chercher, mais c'est ça, avec tout... Oui, un heel un peu niaiseux, mais un peu intelligent, puis le volume de hate, le bout qu'on lui donne, très bon. Très, très bon. En première position. En première position, j'ai Sami Zayn pour l'ensemble de l'œuvre avec le Bloodline. Ouais. Lui, son fun, puis il l'a même dit en entrevue, son plaisir était de faire décrocher les gars, décrocher tout le monde.
live à la télé devant des millions de personnes. C'était ça son but ultime, c'est de faire décrocher tout le monde. Et il a réussi. À certains moments, on se souvient tous, je crois, du segment où il a dit That's not very oozy of you. Ouais. Où tout le monde a complètement fendu. Ça, c'est un moment mémorable qui est dans mon top comédie. Je peux pas. Je l'ai écouté, je pense, 10 fois quand j'ai vu ça live en écoutant SmackDown. Tellement c'était bon du chef kiss. Ouais. Moi, en numéro 1, vraiment, ça t'a marqué aussi, mais on va pas le mettre, mais c'était pas quelque chose qui était scripté. Ou en tout cas, c'était pas scripté de cette manière-là. Okay. Moi, c'est une des choses qui m'a fait le plus rire, fendre de rire. Puis je voulais pas en parler pendant qu'on parlait de WrestleMania. Mais le segment Miz, Shane McMahon et Snoop Dogg qui vient sauver le Shane McMahon se pète les deux genoux comme son pas. Comme il y a dans ce moment-là une encapsulation parfaite de plein de choses que t'es comme ça n'a pas de bon sens que ça l'arrive puis que je vois ça live. Et un Snoop Dogg qui décide de venir sauver la mise avec le elbow drop le plus smooth chill que j'ai jamais vu. Le gars qui va dans les cordes, le moins dans les cordes possible. Ma blonde a rajouté un son sur les quand il rentre dans les cordes, puis c'est oui! Il rentre dans les cordes, puis il fait j'avais oublié ce moment-là. Merci. Mais moi, ça, là, ça m'a tellement fait rire. Et j'étais devant ma télé. Et tout ça m'a fait rire parce que le fait que ça commence avec Shane qui est pas capable de se battre, que tu vois la panique de Miz, de l'arbitre, t'es là, Snoop Dogg qui arrive, que peut-être c'est la fin du match, je sais pas trop, mais qui là vient rattraper ça. Ouais. Moi, tout ça, j'ai fait genre, c'est du génie. C'est magique, là. Et t'as un je pense Snoop Dogg qui on s'est texté élève son live, jeu. là. Dans notre groupe de lutte qu'on a avec des amis, là, puis comme c'était juste, allez voir ça, meilleur moment ever. C'est un classique WrestleMania moment de par tout ce qui s'est arrivé, que t'as pas de bon sens que ça soit arrivé. Et comme tu dis, surtout, cette manière-là. Shane qui fait exactement comme son père a fait 15 ans plus tôt, qui se pète. Tu sais, genre, t'aurais pu le scripter, ce segment-là, mais c'est arrivé pour vrai dans la vie, fait que je suis comme, non, ça c'est très drôle. Il y a des chances que la dernière fois qu'on voit Shane McMahon à la télé de la WWE, c'est ce moment-là. Puis pour ça, je peux prendre ma retraite de la lutte en paix juste en sachant ça. Ça me fait tellement plaisir. Et sinon, moi, dans mes mentions honorables, j'ai les différentes vignettes de Next Strong avec Adam Cole. Les différentes vignettes de Tony Storm également pour le travail qu'elle fait dernièrement là, en noir et blanc. Il y a aussi les vignettes c'est ça, les premières fois qu'on voyait ça là, qu'elle faisait genre un film pendant la pause, j'ai bien aimé ça. Ah oui, le silencieux, film silencieux avec les cartons là, pendant les picture in picture. Ben oui. Puis l'autre une promo qui m'avait beaucoup ri, qui était très niaiseuse aussi, mais Castagnoli avec Wheeler Utah. Et Castagnoli qui montre que le Blackpool Combat Club, on est des toughs, puis il défonce à coups d'uppercut Utah, qui plus le segment avance, plus il est comme dizzy, mais je tellement trouvé ça niaiseux, puis tu sais, c'est le genre de choses que tu sais, c'est genre une idée, puis il a fait on va le faire, mais qu'à la WWE, avec le fait que c'est scripté comme ça, Castagnoli pouvait pas s'exprimer de cette manière-là. Ouais, complètement. Puis je suis comme, hey, un segment comme ça qui me fait rire, que j'ai bien apprécié de lui, mais qui était évidemment très comédie. Puis c'était drôle parce que c'est une équipe, c'était juste pour prouver un point, mais il était en train de péter son partner de match. C'est quand l'intensité rejoint la comédie, puis ça crée quelque chose de magique, ben c'est exactement ça là, que moi j'adore dans la lutte. Fait que... Exact. Puis t'as eu aussi un beau clin d'œil d'MJF à la fameuse promo de Scott Steiner, des mathématiques, qui en a fait une également cette année, mais c'est un peu plus hommage, fait que je la mets aussi dans mes segments mention honorable, mais bon. Très cool. Et on enchaîne avec la prochaine catégorie. Le ou la lutteur plus amélioré. Et ça, c'est des lutteurs qui étaient déjà présents dans les autres années, qu'on n'a peut-être pas nécessairement bien appréciés, ou bref, ils sont juste... Des fois, on les appréciait, mais ils sont devenus vraiment à un autre niveau. Donc, qui t'as de ton côté en troisième position? Troisième position, j'ai Damien Priest. Troisième position. Damien Priest qu'on a nommé tantôt. Un peu tout ce qu'on a dit. Oui, il était là. Oui, on voyait peut-être un potentiel. Moi, je l'avais vu lutter sur les Indies quand je suivais un peu plus les Indies. Fait que je savais que c'était capable de donner.
J'étais au courant du niveau de lutte qu'il est capable de donner. Je sais aussi qu'il est plus jeune, que ses genoux sont plus aussi en forme qu'ils étaient. Par contre, depuis être sur l'Indies, ça lui donne l'opportunité d'avoir des médecins. Fait que j'ai l'impression que ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis il y a une confiance en lui, un personnage qui lui va très, très bien. Il shine cette année, je trouve, avec tout ce qu'on lui donne dans le Judgment Day. Il a donné des gros matchs, dont celui avec l'artiste, voyons, celui qui était à Puerto Rico, justement. Ouais, Bad Bunny. Bad Bunny. Donc, de gros props à Damien Priest. Un bon match. Bravo. Ouais, puis c'était un bon match avec Bad Bunny aussi. Ouais. C'était vraiment le fun. Moi, il est dans mes mentions honorables. Cool. Mais également. Qui est en troisième à ce moment-là? Moi, en troisième, j'ai Daniel Garcia. Cool. Qui se cherchait, je pense, un personnage depuis plusieurs. Depuis qu'il était à la All Elite Wrestling. Et là, je pense tout qu'au la fin de la feud avec Bryan Danielson ou que Dragon Slayer. Dragon Slayer, puis ensuite assumer son rôle, mais surtout la petite danse que je pense a très défini son personnage à l'intérieur du Jericho Appreciation. J'entendais beaucoup du monde, l'Internet, là, ça vaut ce que ça vaut, chialer sur le fait que Punk a su élever beaucoup de lutteurs dans l'enceinte d'All Elite, tandis que Jericho, qui est sa job, ne le faisait pas bien, puis je suis pas d'accord avec ça, ou Garcia, c'est l'exemple parfait. C'est pas parce que il va passer par un personnage un peu plus farfelu, un peu plus niaiseux, mais ça met justement la dichotomie de est-ce que c'est un lutteur, est-ce que c'est un sport entertainer, et comme c'est quoi exactement, c'est quoi son personnage, puis il est capable de passer par quelque chose d'un peu plus stupide, mais ça montre sa variété de jeu, son ouverture aussi, son éventail de jeu. Fait que ça remplit comme lutteur, puis être capable de s'élever au prochain niveau. Fait que je trouve que Jericho est capable, pas pour tout le monde, mais il a été capable de le faire pour Daniel Garcia, de l'apporter au prochain niveau. Puis oui, maintenant, son personnage, j'ai l'impression que là, il est un peu entre deux, on sait pas vers où il va aller. Il est en questionnement, mais ça montre une amélioration. Puis c'est pour ça qu'il est dans le plus amélioré. Ouais. Puis, surtout dans la réaction de la foule. Moi, je pense pas que c'est une gimmick qui va survivre à long terme. Non. Mais ça l'a permis de faire que la foule apprécie autre chose que juste son in-ring. Parce qu'il y a un in-ring très fort, puis ça lui a permis de donner des segments drôles, un temps d'antenne différent que juste faire du in-ring. Absolument. Puis, c'est pour ça que je le mets en troisième position. En deuxième, qui t'as? Dirty Dom, tant qu'à être dans le Judgment Day. Moi, il est dans mes mentions honorables. Bon, vois-tu? Fait que Dirty Dom, pour lui aussi, le personnage qui s'est découvert, pour même le travail in-ring qu'il fait, je trouve qu'il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus confiant dans ce qu'il fait. Fait que c'est pour ça que moi, il est en deuxième place pour le plus amélioré. Ouais, il est excellent. Puis le côté petit tabarnak qui se décrit de plus en plus, moi, j'aime bien ça. J'ai hâte de le voir voler de ses propres ailes, éventuellement. Ouais. Quand il sera un peu à l'intérieur du Judgment Day. Voir quel angle on va y mettre. Si on va y faire un face turn éventuellement aussi. Fait que non, c'est très intriguant. Il est très jeune aussi. Fait que l'avenir est radieux de son côté. Là. Ah, complètement. Il pourrait devenir quelque chose de très très gros dans WWE. Là. Ouais, puis moi, à l'époque, je me plaisais à le comparer à Hook, parce que les deux étaient des fils de lutteurs. Les deux avaient le même âge. Les deux commençaient dans les deux compagnies différentes. Puis pendant longtemps, j'ai mis Hook en avant de Dominic. Puis depuis son changement de personnage à l'intérieur du Judgment Day, là, Dominic est vraiment en avance sur Hook. On va voir si Hook, éventuellement, va peut-être reprendre ce edge-là. Mais c'est ça, Dominic qui s'est vraiment amélioré. Parce que, je me souviens, il y a 2 ans, je disais, non, Hook, il est vraiment meilleur que Dominic. Puis maintenant, c'est plus le cas. Moi, en deuxième position, j'ai Julia Hart, que j'ai parlé quelques fois. Vous savez que j'aime beaucoup. Je vois beaucoup de potentiel dans cette jeune lutteuse de 22 ans. Moi, il est en première position. Vois-tu? En première position. Fait que moi, c'est trouver le personnage, ça a été fait. Assumer le personnage. Le in-ring, j'ai vraiment apprécié l'augmentation de son work rate dans in-ring. Oui. C'est pas encore le truc le plus fluide à 100%, comme on comparait à d'autres filles qui ont plus d'expérience. Mais à 22 ans, c'est quand même impressionnant. Ben oui. Surtout avec la shape qu'elle a. Là, elle a pas à la télé. Là. Puis elle a pas une shape très encore musclée. Non. Éventuellement, ça arrivera avec l'entraînement. Mais elle bombe bien. Puis, bomber, c'est important en lutte pour pas te blesser. Puis quand t'es moins musclé,
Exact. Quand t'es moins musclé, c'est plus de risque de blessure, mais elle fait tellement bien qu'elle se blesse pas, même si elle est moins musclée. Donc, c'est une lutteuse que j'ai de plus en plus apprécié de voir, puis le genre de la voir avec la tendance qu'on nomme là avec les lutteurs, qu'on trouve que c'est le plus amélioré, c'est toujours la recherche de personnages, c'est de trouver sa niche comme personnage. Puis j'ai l'impression que c'est exactement ça, qu'on trouve quelque chose qui nous colle bien à la peau. Mais c'est là qu'on est capable d'aller s'améliorer, c'est là qu'on prend confiance en soi. Parce que je suis certain que le talent est peut-être à peu près égal pour tout le monde. Le talent brut, des fois, peut différer de certaines personnes. Des fois, si quelqu'un est plus athlétique, mais j'ai l'impression que c'est toujours une question de confiance, une question de personnage. Donc, d'avoir trouvé cette niche-là autant pour Dirty Dom que pour Julia Hart, que pour même Damien Priest, mais ça apporte à un autre niveau, puis c'est là qu'on s'améliore. Fait que Julia Hart... Puis Julia Hart, je trouve exactement ça, tu sais. Puis... Je trouve que ça fit bien le in-ring, mais aussi son mic skill. Elle a fait quelques promos cette année, puis j'ai trouvé qu'à l'intérieur de son personnage, elle avait un bon micro. Le bout avec Brody King, où elle se cachait en arrière également. Tout ça. Ça ajustait bien au personnage, tout ça, du House of Black. C'est ça, c'est une petite vilaine, mais j'ai hâte de voir ça va où. Elle a seulement 22 ans. Là, elle est en train d'un peu rallier Sky Blue, Sky Black, là, whatever, quel nom qu'on veut lui donner. Ça fonctionne très bien. Puis qui est en première position? J'ai Toni Storm. Parce que Toni Storm, qui était déjà bonne, mais qu'elle n'avait pas de personnage, et que là, elle a trouvé sa niche, elle a trouvé son truc où c'est drôle, ça permet de mettre de... En fait, moi, ce que je déplorais beaucoup à Toni Storm avant, j'ai toujours bien aimé son in-ring, mais je trouvais qu'elle n'était pas incarnée 100% du temps. Donc, des fois, quand elle faisait des promos, même à l'intérieur du ring, tu sentais qu'elle décrochait. Quand je dis décrocher, c'est pas qu'elle rien, mais tu sais, elle restait plus dans le personnage qu'elle avait. Alors que là, elle a le gros personnage, qu'elle a pas le choix d'être toujours incarnée à l'intérieur de ce personnage-là. Ce qui fait qu'on y croit tout le temps maintenant. Et puis, on voit plus Toni Storm, la personne. On voit vraiment la gimmick. La gimmick, le personnage. Timeless, Toni Storm, toujours. Mais la façon que ça a été apporté aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça n'a pas été du jour au lendemain, pow! C'est avec les promos d'RGCT, avec les entrevues qu'elle donnait. Puis ça a été apporté très graduellement. Puis à un moment donné, on est tombé dessus. C'est comme si elle a lancé un paquet de pâtes au mur. Il y en a 3-4 qu'on collé. Puis elle a fait comme, OK, parfait. On s'en va dans cette direction-là. Et on regarde ce qui colle. C'est une métaphore vraiment bizarre pour dire qu'on regarde ce qui colle, finalement. Puis, ils ont gardé quelque chose de très bon, puis ça fonctionne. J'ai hâte de voir l'évolution. Oui. Ouais, j'ai hâte de voir l'évolution, cependant, parce que là, ma crainte avec un personnage comme ça, c'est que ça stagne, puis qu'on reste dans le même truc. Fait que là, voir comment ça va s'évoluer à travers la 2024. Avec celle qui est avec elle, je me souviens jamais de son nom, Mariah May. Il peut y avoir une histoire là, qui c'est sûr qu'il y a une histoire qui s'en vient de ce côté-là. Ça, fait que, moi, j'ai des grosses attentes envers Mariah May également. Oui, il nous la hype depuis un mois. Fait que, elle a l'air bonne, et elle a l'air bonne in-ring, elle a l'air bonne au micro aussi. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je sais pas de où elle arrive puis où elle était, j'ai jamais vu. Je pense qu'elle arrive du Japon. Ouais, dans le ben, elle dégage de quoi? Ouais, elle a un hit factor indéniable. J'ai vraiment hâte de la voir dans un ring. Je pense qu'elle arrive du dojo du Japon, là, de Wrestling Noah avec... pas Noah, avec Stardom. Je crois qu'elle vient de ce dojo-là, qui est excellent parce que ça crée des lutteuses comme Toni Storm. Donc, ben, on va pour la suite. Ensuite, prochaine catégorie, on avait les plus améliorés. Maintenant, on a les plus surévalués. Mais ça, c'est des lutteurs que beaucoup de gens aiment. Fait que là, on va peut-être s'ostiner de ce côté-là. Plus, il y a des gens qui les aiment. Il y a des gens qui ont peut-être beaucoup d'opportunités, mais qu'on comprend pas trop pourquoi ils ont ces opportunités-là. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils sont pas bons. C'est juste que leur positionnement à l'intérieur de la carte, de leur spectacle respectif, est peut-être au-dessus de ce qu'on a en tant que produit dans le in-ring. Absolument. Donc, qui t'a en troisième position? Troisième position, j'ai Austin Theory. OK. Ouais. Parce que il est bon. Oui, il est quand même complet comme lutteur dans le sens où il y a pas mal tous les facteurs qu'il faut, mais j'ai l'impression qu'il a été poussé un peu trop vite, un peu trop tôt. Je pense qu'on lui a pas donné le temps. C'est un Vince McMahon guy, c'est ça. Puis... Fait que oui, la deuxième moitié de l'année a été moins présent. Je pense qu'il est correct pour lui à ce moment-là. Ouais. Mais au début d'année, je pense qu'ils nous l'ont rentré un peu trop dans la gorge. C'est pour ça que moi, il est en troisième position. Parfait. Ben, je comprends. Moi, j'aime beaucoup sur in-ring. Il est très jeune aussi, fait que je crois son potentiel, mais je comprends.
Ben, il va revenir un moment donné, il va bouncer, puis Exact. il va être bon, puis il va donner... Il peut être le prochain Cena parce qu'il Mais il y a un bon in-ring aussi. Un excellent in-ring. Un excellent in-ring. Non, c'est pas ça. Je dis, c'est juste que je pense qu'il a été propulsé trop vite, donc surévalué. C'est la catégorie. On joue le jeu. Fait que, oui, exactement. Moi, j'ai Jay White, fait qu'un classique de mon côté. Quelqu'un que j'ai expliqué souvent. Je vais pas trop me répéter, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de hype autour de lui. Puis il n'est pas encore réussi à m'accrocher, moi, à son hype-là. Puis encore une fois, tu sais, il est dans... Il est encore mis de l'avant à l'intérieur des storylines. Donc, il vient de sortir de la storyline avec MJF. Fait quand même, quand t'es l'aspirant au titre, t'es mis de l'avant. Est-ce que j'aurais mis d'autres gens avant lui? Fort probablement. Mais je comprends le hype qu'il y avait de la New Japan, mais que je ne l'ai pas encore, moi, ressenti. Je vais sauter 2 positions. Moi, je l'ai mis en première position pour exactement toutes les mêmes raisons. Je sais, moi, je l'aime peut-être un peu plus que toi parce que je sais que tu appréhendes encore ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire. Moi, je l'ai vu travailler au Japon. Fait que, mais oui, je trouve qu'on le met peut-être un peu trop d'avance ou dans des trop gros angles pour ce qu'il donne présentement comme travail. On l'a peut-être pas laissé le temps de s'ajuster à la lutte nord-américaine. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le dernier podcast, donc je me répéterai pas non plus. Sinon, en deuxième position, moi, j'ai Big Bill. Big Bill, ouais. Qui est champion présentement. Ouais, qui est champion, effectivement. Qui s'est beaucoup amélioré. Il aurait pu être aussi dans la liste ou dans les mentions honorables de ceux qui sont le plus améliorés. Mais est-ce qu'il mérite une ceinture présentement? Je sais qu'ils font l'énergie. Ricky Stark la mérite plus que lui, mettons. C'est ça. Puis je sais que c'est l'enforcer, c'est les gros bras à Ricky Stark. Puis Ricky Stark fit très bien avec quelqu'un. Il l'avait fait avec Will Hobbs il y a 1 an ou 2. Ça fonctionne comme énergie, comme synergie, mais je trouve que... Puis, forcé d'admettre que dans les dernières 2 semaines, Big Bill fait des petites promos, fait des commentaires au micro pendant leur segment qui me font beaucoup rire, comme le segment de cette semaine, je crois, à Collision, où il parlait de diverticulitis à Kenny Omega, puis il disait « Ah, mon grand-père a eu ça », mais il parlait de la gingivite. Fait que quelque chose d'un peu du gros niaiseux qui fonctionne. Fait que je pense qu'il peut se diriger vers quelque chose de très le fun, mais le mettre de l'avant tant que ça tout de suite, je sais pas. Il est placé haut sur la carte, effectivement, présentement, à l'intérieur de la division. Donc, surtout, la division par équipe est quand même forte à la All Elite Wrestling. Exactement. Quand tu dis que c'est eux qui ont la belt, t'es un peu surpris. Moi, de mon côté, j'ai aussi des gens par équipe. J'ai les Guns, que t'es pas d'accord, c'est sûr. Moi, je mets les Guns en deuxième position, des gens surévalués. C'est ça, on dirait que j'accroche pas. J'ai hâte d'accrocher. J'ai hâte de les regarder des petites étoiles. Mais non, mais j'aimerais ça parce que je pense qu'ils ont quand même un look, ils ont un bon potentiel. Une des meilleures entrées. Mais leur tune d'entrée est incroyable. Mais je suis quand même... je sais pas. Je suis pas encore là. Le pire, c'est que je comprends exactement ce que tu me dis, mais un coup que tu dépasses cette étape-là, puis tu dépasses le jugement, parce que c'est du jugement que j'entends dans ta voix, Maxime. Un coup, tu dépasses ça, puis tu t'embarques à 100% dans le train des Guns. Ils vendent bien, ils look. Oui, ils sont peut-être pas aussi forts comme lutteurs qui peuvent l'être, mais ils sont encore jeunes. Ils ont le temps de se développer, mais il y a un potentiel là. Ça sur ma shortlist de trucs à regarder un peu plus attentivement. C'est correct. Parce que j'aimerais les aimer autant que tu les aimes, parce que j'aime Chris, je respecte en esti ton opinion. C'est rare que c'est quelque chose que t'aimes et que moi j'aime pas, mais là-dessus, on s'en rejoint pas. Et moi, en première position, parce que t'as déjà nommé le tien, j'ai LA Knight, et là c'est sûr, je vais me faire lancer des tomates par plein de gens. Ouais, ok. Mais moi, LA Knight, j'ai pas, un peu comme les Guns aussi, j'ai pas embarqué dans le train encore. C'est pas que j'aime pas, ok? C'est vraiment pas que j'aime pas, là. Mais j'accroche pas encore au point de me dire qu'il est main event. J'accroche pas encore. On dirait, je sais qu'il est vieux, fait qu'il va falloir qu'il saute un peu d'étapes. Il pourra pas passer le temps par une progression normale, une progression organique de mid. Il y a de l'expérience, fait qu'il peut se brûler certaines étapes. Exactement. Puis il est bon au micro, on va lui donner. Il est très bon au micro. Fait que j'apprécie beaucoup plus son mic skill, que je pense qu'il est à un plus haut niveau que son in-ring. Mais j'haïs pas son in-ring non plus. Fait que moi, il rentre dans des catégories de Miz. Mais on dirait que des gens comme The Miz, il faut du temps pour que j'apprécie pleinement qu'est-ce qu'ils vont m'apporter dans les storylines puis dans une progression, mettons, là, normale. Et là, j'ai l'impression que, vu qu'il a 40 ans, là, je pense qu'il a dépassé 40 ans, là, LA Knight, le lutteur. Donc,
on pourra pas attendre trop longtemps pour cacher parce qu'à un moment donné, le corps suivra plus. Puis il est au sommet là, en ce moment au niveau physique, tout ça. Fait qu'il va falloir qu'il y ait un règne si on veut lui donner un règne relativement rapidement. Donc, à voir, mais c'est lui que je suis comme... J'écoute, il me surprend, il me faut faire des trucs, mais où qu'il est positionné dans la carte présentement, je suis comme, je donnerais la place à d'autres gens avant lui. Je comprends. Par exemple, comme on a nommé au dernier épisode du bilan, Chad Gable, je préférais que Chad Gable soit dans une position comme LA Knight est, mais qu'on lui donne pas. Mais bon, c'est la vie, puis que veux-tu... c'est pas moi qui décide backstage. Je comprends 100% ce que t'es, puis est-ce que la foule, à ce moment-là, a pas raison? Est-ce que t'es en train de dire que... Non, la foule a toujours raison. Il y a des arénas complètes qui sont stupides? Non, la foule a toujours raison. Je dis pas ça. Juste des fois, un peu comme Eddie Kingston, tu sais, moi, la foule, il est super over. Moi, j'aime de plus en plus Eddie Kingston, mais je l'aime pas au même niveau que la foule l'aime. Je comprends. Comme LA Knight, je l'aime pas LA Knight au même niveau que la foule l'aime. Mais il te rappelle pas justement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime LA Knight, parce que ça leur rappelle un peu les personnages du Attitude Era, un peu, un peu plus rough, le grain plus gros, puis ça vient pas de chercher tout ça. Mais peut-être... Trop cringe. Ben, on dirait, je pense, moi je suis un gros fan d'originalité puis de trucs à 100% original. LA Knight le fait très bien, ce qu'il fait. C'est exactement la même gimmick qu'il y avait avec Eli Drake à TNA, à la... il a pas trouvé une quelque chose qui travaille. Ça fait longtemps qu'il travaille cette gimmick-là. Il est inspiré des années Attitude Era, assurément. Là. Puis il le fait bien, je sais pas qu'il le fait pas bien. C'est juste que entre ça puis mettons un Bray Wyatt qui arrive complètement champ gauche, genre j'apprécie plus le travail d'originalité d'un Bray Wyatt. Mais c'est vrai que comme exemple, je me remets dans le SmackDown du 20 SmackDown de vendredi, qui était quand vendredi. Bref, le SmackDown, le dernier SmackDown qu'on a écouté du 22 décembre, merci. C'est vrai que LA Knight fitait pas tant. Tu sais, il y a AJ Styles, il y a Randy Orton et il y a LA Knight. C'est vrai que LA Knight, on dirait qu'il est moins à la hauteur de ce que les deux autres sont dans l'aura d'être contestant, d'être le prochain au titre. En fait, c'est que oui, non, je suis quand même d'accord avec toi, Maxime. Parfait. Ben c'est ça. Il est très la saveur du mois. Beaucoup de gens qui l'aiment. C'est correct. Moi, je suis pas encore embarqué. J'espère que ça va arriver. Ou j'espère que la saveur du mois va pas s'effriter avant que j'arrive dans le train. Et on va enchaîner avec la prochaine catégorie qui est la promo de l'année. Donc là, le segment au micro de l'année. Et là, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir parce que j'avais la mémoire était difficile. Parce que comme pour moi avec les segments plus comédie, moi exact, mais on dirait que c'est inverse. Moi, segment comédie, j'ai pas eu de misère. Mais promo, comme les vraies bonnes promos, j'ai eu plus de difficultés. Fait que veux-tu que je commence vu que je suis moins vas-y. Moi, je vais y aller avec le Go Home entre Moxley et Orange Cassidy de leur combat avec Moxley qui a fait une promo incroyable sur Orange Cassidy qui disait ne nous déçois pas. Tu sais, genre qui jouait très sur la carte du long règne longtemps qu'il a eu Cassidy, mais que là, gars, moi je suis un main eventer pour vrai. T'arrives à mon niveau, déçois-nous pas quand t'arrives dans un contexte de... Fait que moi je trouvais que c'était une promo très intelligente, très bien faite, qui élevait aussi les deux lutteurs en même temps. Puis que Moxley est excellent au micro aussi. Puis moi, c'est ma promo de l'année préférée de Jon Moxley face à son combat contre Orange Cassidy. Très cool. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette promo-là, mais du peu que je me souviens, c'est vrai que c'était très, très bon, très accrocheur, beaucoup d'intensité. Moi, en troisième position, parce que j'en ai 3, c'est MJF contre Adam Cole. Donc, MJF, avant que tout le côté amitié embarque, ils ont eu 2 ou 3 face-à-face au micro. Et c'est une promo qu'MJF a donnée où il a donné plein de callbacks sur des anciennes promos qu'Adam Cole a faites autant à NXT que Ring of Honor dans le temps. Fait que c'était super bien monté. Puis c'est vraiment pour les nerds, les gros geeks de lutte, pour être capable d'avoir tous ces référents-là. J'en ai pas noté précisément à vous donner. Mais si vous allez écouter certaines promos clés,
de la carrière d'Adam Cole. Vous allez retrouver des éléments qu'MJF a nommés dans cette promo-là. Fait que je trouve que c'était super bien monté. Plein de beaux clins d'œil pour des geeks de lutte. Super bonne intensité. De toute façon, MJF c'est pas le meilleur au micro présentement. Donc, peu importe ce que MJF fait comme promo, est extrêmement bonne. Et mention honorable, vu que je suis là-dedans avec MJF, je parlerai plus de lui après dans les promos. Même s'il mériterait un top 3 à lui tout seul. Lui tout seul, ouais. La première promo qu'il a faite comme face assumé, où il a nommé I'm Your Scumbag, vraiment très, 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 très bonne promo. C'est up there, absolument. Sinon, ouais, exactement. La deuxième, j'en ai une de MJF, justement, et c'est la feud entre lui et Bryan Danielson. Donc, c'est une feud que j'ai bien aimée, comme elle a été montée. C'est un classique un peu MJF. MJF, c'était souvent... Ben, là, il l'a moins fait dans les derniers mois, mais à l'époque, c'était une espèce de règle dans ses feuds où il mettait des embûches. Fait que dans le temps de Pinnacle, tu devais affronter tout le monde avant de te rendre au boss final qui était lui-même. Fait qu'il a un peu fait la même chose avec Bryan Danielson dans sa feud avec lui pour se rendre finalement au Iron Man match qu'ils ont eu. Et moi, c'est la promo que j'ai choisie à travers tout ça. C'est celle qui a un bon échange entre les deux. Où, tu sais, justement, Bryan l'ajouterait un peu tweener là, de genre, non, mais je suis meilleur que toi, in-ring, tout ça, pis toi, t'es bien beau, mais tu peux pas m'accoter au niveau in-ring, pis la storyline était autour de ça. Mais à la fin, MJF qui tombe dans le personnel et qui regarde la caméra en insultant directement l'enfant, la petite fille de Bryan, en disant que c'est moi qui va faire que papa pourra plus te prendre dans ses bras. Oui, c'est vrai. Et là, on était dans du gros heel méchant, vrai, puis avec un MJF avec une intensité comme qui est capable. Donc, puis un Bryan qui réagit à ça. Donc, j'ai bien aimé ce segment-là promo. Très, très bon. Ouais, très bon. Moi, en deuxième position, j'ai le Trial of Sami Zayn. Pour le travail de Paul Heyman en particulier, qui a leadé complètement tout ce segment. Dans mes mentions honorables de mon côté. Paul Heyman, qui encore une fois, Paul Heyman, j'aimerais voir une confrontation Paul Heyman, MJF, face à face. Ouais. Pas mal certain que Paul Heyman serait capable de manger tout le monde. Peut-être en 2024. Peut-être en 2024, on ne sait pas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais voir du plus profond de mon cœur. Paul Heyman, c'est pas pour rien qu'il gagne tout le temps non-lutteur de l'année ou peu importe le titre qu'on va lui mettre, tout le temps up there. Puis aussi, mention honorable à Sami Zayn dans ce segment-là aussi, qui a fait une très bonne promo à la fin. La promo quand il se défend. Avec, je sais que ça va beaucoup, c'est beaucoup plus dans un segment, plus que dans une promo. Il y avait des très bonnes promos à l'intérieur de ce segment-là. Fait que je pouvais pas nommer ça, puis il est dans tes mentions honorables. Fait que la preuve que je suis pas complètement dans le champ. Non. Puis moi, en première position, j'ai évidemment Paul Heyman. Je peux pas ne pas l'avoir dans les premières positions. Et j'ai celle avec Cody Rhodes, où on était en route vers... Il a décroché un peu. Exactement. Ah oui, c'était bon. Le petit côté ça. de Cody qui parle, qui était plus dans le réel en disant que... puis même Paul Heyman était un peu dans le réel à travers ce feud-là en disant qu'il y avait beaucoup de respect pour Cody, puis que pour son père également. Ouais. Et que au final, c'est ça, Cody expliquait qu'une des choses qui l'avait beaucoup touché à l'époque, c'était lorsque son père était sans sous, il avait perdu sa job, tout ça. Il a reçu un coup de téléphone de Paul Heyman qui offrait une job à la fédération qui gérait à l'époque. Je pense à la ACW pour justement être tombé dans un... c'est ça, il donnait un revenu, tu sais, des fois quand t'es plus lutteur, puis c'est comme ça que tu gagnais ta vie, puis que là, tu te retrouves banqueroute, comment tu fais pour te refaire. Puis c'est ça qui a permis par la suite au père de Cody de revenir un peu plus comme entraîneur, puis ensuite est tombé à NXT. Fait que t'as senti un Paul Heyman touché par cette mention-là, et réellement touché. Donc, il a fini le segment avec un petit truc de heel en disant que non, mais son père, il disait tout le temps que Cody, c'était pas son fils préféré. Là. Fait que là, on retombait le bout scripté. Mais le bout beau, là, si on veut, de tout ça. Fait que c'était un Cody qui était bon au micro, comme il est capable d'être bon. Puis un Paul Heyman un peu plus... c'est ça, que tout ce qu'il fait... ou plus, je sais pas, ouvert. Mais tout ce qu'il fait, il est capable de le rattraper puis de le mettre à l'intérieur de l'histoire. Fait il a bien fait ça dans l'intérieur de ce segment-là. Fait que moi, c'en est une qui m'a marqué. J'ai vu un clip de Paul Heyman qui avait l'air de donner un genre de Q&A ou une conférence
Puis, je me souviens plus exactement c'était quoi le sujet, mais ça doit être quelque chose de tellement intéressant à écouter. Un Paul Heyman dans un 1 heure et demie de Q&A, de questions-réponses, ou juste de conférences. Ça doit tellement être intéressant parce que peu importe ce qu'il va dire, peu importe ce qu'il va apporter comme commentaire ou que quel curveball tu vas lui apporter, il est capable de t'en souligner 3 autres de l'autre bord tellement qu'il est bon, puis qu'il est assumé, puis qu'il est fort au micro. Et moi, je vais complètement ailleurs pour mon numéro 1. C'est pas quelqu'un... Mais c'est quelqu'un que je pourrais mettre dans les plus améliorés, mais c'est pas quelqu'un que je m'aurais attendu de mettre là quand je faisais mes recherches sur les promos de l'année. Ça m'est tombé dessus. C'est une promo qui est passée sur les médias sociaux un peu plus côté YouTube de la All Elite. Et c'est Daddy Magic qui livre une promo sanglante parce que c'est après Blood and Guts. Il est plein de sang. Bouh! Allô? C'est Pierre, votre sommelier préféré, en fait. J'imagine, plus que Max. J'ai fait une erreur pour mes promos de l'année. La promo Blood and Guts de Daddy Magic est arrivée en 2022. Mon erreur. Je suis tellement excité de parler de cette promo-là que j'étais 1 an en retard, ou d'avance. Bref, le lien vient quand même d'apparaître quelque part dans ma face pour aller voir la promo. Je vous invite quand même à aller le voir parce que c'est une bonne promo. Mais c'est en 2022. C'est mon erreur. Puis, je suis désolé. Fait que je vais vous apprendre un mot en latin. Erratum. Merci. Et il fait une promo qui vient du cœur. C'est pas scripté, ça paraît. Il donne une promo je l'ai réécouté 2-3 fois, puis ça me donne la larme à l'œil à chaque fois. Il dit, je fais ça, je me donne. Je suis en train présentement de manquer mon fils qui prend ses premiers pas parce que je suis ici, puis je suis là, puis je donne tout mon cœur. Puis c'est une promo tellement sentie, tellement ressentie. Je vous invite, c'est sur YouTube, allez voir ça, Daddy Magic promo, ça va sortir tout de suite. Il y a la face plein de sang. C'est ressenti. Allez voir ça. J'ai pas d'autres commentaires que juste comme sommelier de la lutte. Allez voir cette promo-là. On va vous mettre le lien dans la carte en haut qui apparaît en ce moment. C'est bon, ça. Puis moi, dans le même genre, je l'ai pas mis, là, mais là, tu me fais penser en parlant de celle-là, c'est celle de Kevin Owens et Sami Zayn à la suite du Mania où il remporte la ceinture. Il y a le journaliste, là, annonceur, non pas annonceur, mais le journaliste. Ariel Arwani. Exactement, qui va leur parler backstage et qui leur fait un peu réaliser la vision que le Québec a de qui leur dit sur les réseaux sociaux au Québec, ça capote, nanana. Et que là, t'as les deux gars que tu sais, t'es dans la machine, là, fait que des fois, tu prends pas le temps de regarder de l'extérieur ce qui se passe. Puis on s'entend, Sami l'avait un peu vécu très raw au Elimination Chamber d'avant, là, comme tout l'amour qu'il a reçu. Mais là, quand ils se le font dire par le journaliste, tu sens que les deux sont comme touchés à un autre niveau de ça vient se dire, toucher c'est quelque vrai, chose de plus c'est là, proche. Ils s'en sont pas rendus compte encore parce qu'ils sont encore dans la game de je fais un WrestleMania, c'est ma job, tout ça. Mais ils ont pas si on veut, la distance pour bien évaluer ça. Et que tu vois en temps réel, quand ils leur expliquent ça, que ça vient leur toucher, puis ils sont comme, hey, c'est vrai, dans le fond, on a tout fait notre indie à Montréal, puis on a commencé là, puis j'ai pas catché à quel point ça pouvait signifier aussi des choses pour d'autres gens que nous-mêmes, là. Des gens qui nous ont suivis depuis le début. Puis fait que c'est comme un beau truc aussi sensible. C'est pas une promo en tant que telle parce qu'on est encore dans plus d'une entrevue. Mais il y a une belle sincérité que les deux gars montrent à ce moment-là. Puis qui remercient le Québec justement pour les avoir suivis toutes ces années-là. Ariel Arwani qui est un Montréalais anglophone aussi. Donc qui a ça à cœur. Absolument. Ensuite, on enchaîne avec bientôt l'avant-dernière catégorie du bilan. Feud de l'année. Donc, rivalité de l'année, on pourrait dire en français. Et moi, j'en ai 3. Je vais commencer avec ma 3e. J'ai Jey Uso contre le Bloodline. Oh oui! Qui est une rivalité qui a permis à Jey Uso de s'élever en tant que bon main event. Jey Uso, au début, c'était un nom qu'on nous rentrait dans la gorge, mais force est d'admettre que non, il a livré la marchandise puis qu'il est très légitime en tant que solo maintenant. Et je pense que ça fuel à l'intérieur du Bloodline dans la deuxième moitié d'année qui a permis de l'élever à ce niveau-là. Qui évidemment a commencé aussi avant quand il faisait partie prenante du Bloodline. Mais lorsqu'il est parti vraiment contre eux, j'ai bien aimé cette rivalité-là qu'ils ont eu
c'est ça, à l'intérieur du groupe. Très cool. Moi, en troisième position, j'ai petite feud, mais qui a apporté à un des meilleurs matchs de l'année, Gunter contre Gable. Juste pour voir un Gable être capable OK, il est capable d'avoir une feud avec quelqu'un de plus grand, plus gros, plus haut dans la carte un peu. Fait que je trouve que ça a super bien souligné ce que Gable est capable de donner. Puis on l'a nommé déjà plusieurs fois dans la partie 1, dans la partie 2 de nos bilans de l'année. Gable mérite d'être un peu plus haut dans la carte. Puis je trouve que même si c'est pas une des plus mémorables pour tous, je trouve que pour moi, dans la vision que j'ai, ce qu'une feud peut apporter, donc élever des gens, je trouve que ça a bien élevé Gable et ça a donné un vrai bon challenge aussi à Gunter qui, jusque-là, il avait eu des bons challenges. Il est la première défaite. Il est la première défaite de Gunter. Exactement. C'est Gable en park en out. Il commence à craquer un peu le ciment qui est le marbre qui est Gunter. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Aussi dans l'évolution que ça a apporté dans le personnage de Gunter. Puis le rematch de ce match-là où il y avait eu la victoire par count-out était aussi un moment important du règne de Gunter parce que c'était la semaine où il allait battre le record d'Honky Tonk Man. Oui, absolument. De temps moderne. Et le match a été moussé aussi à la hauteur de ce que ça devrait être moussé. Absolument. Ce que peut-être je déplore qu'ils n'ont pas fait avec le match MJF contre Kenny Omega. Pour savoir qui allait battre le règne. Que ça a juste été garoché dans. Oui, parce que comme ça, on s'est rendu compte. Parce qu'on s'est rendu compte. Vite, c'est là, que c'était là. Faut faire quelque chose. Exact. Puis... Alors que la construction du match Gable-Gunter pour battre le règne a été mieux fait. Ouais. Plus fun. Mais oui, un bon choix. Moi, en deuxième position, j'ai une amour-reine, une amitié, une fraternité MJF contre Adam Cole. Moi, on se disait, ça va-tu craquer? Ah, toi aussi? Deuxième ça va-tu craquer? Ça va pas craquer. Des bons segments. Ça a duré sur le long terme. Ça dure encore aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait dû couper ça plus tôt. Ouais, avec les blessures, malheureusement, ont venu un peu scraper toute cette histoire-là. Ou en tout cas, le tasser la fin de cette histoire. La fin de l'histoire. Mais ça s'en allait vers quelque chose de tellement grandiose qui aurait été, d'après moi... Et qu'on va vivre en 2024, on va le vivre. Ils vont le faire. Ils n'ont pas le choix de le faire. On va se rendre au bout de cette histoire-là. Mais... peut-être même feud ou l'histoire pas loin dans le top 5 de l'histoire de la décennie ou l'histoire, une histoire qui va marquer, qui va transcender les histoires de lutte, j'ai l'impression, puis qui va peut-être même répéter à un moment donné plus tard, parce que la lutte, vous allez vous rendre compte que c'est cyclique, tout se répète à un moment donné, des fois il y a quelque chose d'original qui ressort, mais ça reste que on se répète toujours. Fait que moi aussi deuxième position pour ces raisons-là. Une belle histoire de frenemy, puis non, c'était bon. Puis moi, ça m'a surpris qu'il n'y a pas eu la brisure aussi pendant le All-In. Donc, c'est intéressant de le faire comme ça aussi. Fait que, non, bien aimé. Et en première position, on a peut-être le même aussi. Moi, j'ai Sami contre le Bloodline. Le Bloodline, oui, exactement. Moi, j'ai le Bloodline au complet. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai 2 fois le Bloodline dans mon top 3. Fait que le Bloodline a une bonne année de mon côté. C'est pour ça que je les ai mis premier clan. Mais Sami contre le Bloodline, quelle incroyable histoire qu'ils ont racontée. Qui s'est terminé en 2023, qui avait commencé en 2022, mais la fin, superbe. Ça a commencé avec un Royal Rumble, d'une trahison, de moments mémorables qui a marqué tout le monde. Et ça s'est terminé. Dans mes mentions honorables, je ne l'ai pas nommé, mais le segment, parce que c'était pas un segment comédie, mais le segment du coup de chaise de Sami dans le dos de Roman et le pop que ça a donné, un moment mémorable. Fait que pour toutes ces raisons-là, ça n'a pas le choix d'être au top. L'émotion, le côté comique, le côté intense, le côté la trahison, quelque chose de très contemporain, mais quelque chose de très nouveau qu'on n'avait jamais vraiment vu. Beaucoup de layers dans cette feud-là, parce que c'est comme comment Jay va réagir face à... Ça a comme construit plein de choses en même temps qui n'étaient pas juste cette feud-là, mais que le côté central pendant 3 mois était Sami contre Roman Reigns ou contre le Bloodline. Et qui s'est poursuivi. Avec aussi l'amitié, le manque de confiance de Kevin Owens envers Sami Zayn, qui au début était pas certain. Tu as fait partie du Bloodline, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te croire? Finalement, le hug, le gros pop que ça a fait quand Kevin a fait le hug à Sami Zayn. Fait que tout ça fait partie de cette lignée-là, de cette storyline-là, pour se rendre à Mania, pour les belts. Puis après, ça a découlé quelque chose de moins le fun, de moins pertinent à ce moment-là. Ça a été complètement ailleurs. Mais ce bout d'année-là, ce 3 mois-là du début d'année a été
sûrement le plus d'émotions qu'on a vécu à l'intérieur d'une feud indépendante, toute seule. Puis tout ça pour une promo ou un segment où Sami Zayn vient voir Roman. On est genre en juillet ou même on est à Montréal. En mai, on est à Montréal. Moi, ça sonnait là, comme un truc de... On est à Montréal, on va mettre Sami Zayn dans ce segment-là et qui a survécu toutes ces années-là pour nous amener à ça. Il y a ça qui est incroyable aussi. Côté underdog, si on veut, que ça avait pas l'air d'être le truc, mais ils ont suivi le côté organique. Ils n'ont pas suivi au point de faire enlever la ceinture à Reign de Sami, que là, ça aurait été encore à un autre niveau. Là, on en aurait parlé dans 10 ans encore. Ouais. Mais pour cette année, c'était spécial. Puis félicitations, Tabarouette, un gars que tu ne penses jamais, que je pense qu'il, même lui-même, n'aurait pas pensé se rendre à ce niveau-là. Absolument. Il s'est rendu main eventer, puis avec raison, puis tout le monde était derrière lui, puis voulait qu'il gagne. Fait que un bon babyface. Je dis ça, je dis rien, mais son contrat est supposé devenir à échéance en 2024. Est-ce qu'il va continuer là? Moi, je sais pas. Moi, j'aimerais ça le voir juste dans un autre environnement, juste pour le fun. 1 an ou 2. On va voir, mais assurément, quelle histoire qu'ils nous ont racontée. Ouais. Et on enchaîne avec match de l'année. Là, ça va être difficile, mais on en a 5 avec des mentions honorables. Fait que j'espère que dans le 5, on va parler des autres 5. Sinon, je vais vous nommer après mes autres 5 mentions honorables. Fait que en 5e position, on en a un petit peu jasé, fait que je vais y aller rapidement, mais moi, j'ai Gunther contre Jade Gable, le rematch, pour savoir si Honky Tonk Man, le record d'Honky Tonk Man allait être battu. Ce que j'ai aimé de ce match-là, le très technical, un Gable qui est légitimé, que la victoire qu'il y a eu dans le match d'avant, le légitimé, qu'on y croit qu'il peut gagner. Ringside, on a la famille, les filles de Gable. Lorsqu'il y a le pin, la petite qui part à pleurer, c'est tellement triste, touchant, beau. T'as plein de tu sais, un genre, il avait l'air, on dirait que t'avais pris le moveset de Kurt Angle, puis tu l'avais dragué dans Gable, genre. Fait qu'ils l'ont légitimé comme ce qui devrait être toujours l'athlète Gable. Olympique. Un athlète olympique, des transitions en ankle lock, des moves incroyables, une intensité aussi à travers ce match-là. Un Gunther on s'entend, il en a sorti des bons matchs là, cette année, Gunther. Qui fait sa job aussi, là. Mais des bonnes transitions aussi. Un match que je vous conseille. Puis c'est un match de semaine. Un match de Raw qu'on avait gratuit à la semaine. Fait que 4 septembre 2023, si vous voulez le regarder. Allez voir ça. Moi, j'ai... là, on s'entend, là, c'est de 5 à 1, là, mais ça pourrait être... Mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Finalement, je vais juste nommer un match. Danielson, Stark, le strap match. On l'a nommé un peu plus tôt. Fait qu'on va le passer vite fait. Là, mais dans mes mentions honorables, moi, de mon côté. Parfait. La technique derrière Stark pour protéger le bras de Danielson, le sell de Danielson, l'intensité de Danielson. Le fait que ça, c'est un switch rapide, là, parce que c'était supposé être Stark Punk. Oui, complètement. Et là, il arrive ce qui arrive, et t'as Danielson qui step up, et Stark qui step up, et qui décide que... Fait que ça, ce match-là, c'est en dedans d'une semaine, là, même en dedans de 4 jours que ça se décide. On n'avait jamais vu un Stark aussi intense puis aussi investi dans un match, puis de voir ça, ça le met sur un autre niveau. Danielson est bon à faire ça surélevé. Genre. Fait que c'est numéro 5. Je vais nommer où que ça s'est fait. AEW All Out, si vous voulez aller le voir. Allez-y. Donc le All Out de la All Elite Wrestling. En 4e position, moi j'ai Charlotte Flair contre Rhea Ripley à WrestleMania 39. Donc, un match qui a permis de cimenter. C'était un peu moi, j'ai vu ce match-là comme un passer la torche, là. Ouais. De Charlotte à Rhea. Oui. Mention honorable de mon côté, ce match-là. Ouais. Mais t'as comme une intensité, puis un peu le côté violence que Rhea a là, dans ses matchs, qui est bien exploité à travers le match, à travers différents niveaux, à travers les sells aussi. Charlotte, elle sell bien, là. Fait qu'il y a des beaux sells qui sont mis à travers le match, des beaux spots aussi qui sont mis. Et ça se termine avec un Reptitude de la 3e, qui est pas le truc le plus marquant, mais que on sent que c'est un gros truc. Là. Quand tu fais ton finisher en plus de la 3e corde, ça veut dire quelque chose. Fait que je mets ce match-là. Pour moi, le meilleur match de femmes de l'année, toute division confondue. Très cool. Très cool. Moi, après ça, j'ai Hangman contre Swerve, donc un match qu'on a parlé de long en large. Déjà, on n'ira pas en détail, mais c'est pour l'intensité.
pour le Texas Deathmatch, en fait, qui a eu à le pay-per-view qu'on vient d'avoir, donc qui est, je crois, Full Gear, donc cette année. Full Gear. Ouais. Moi, j'allais dans les mentions honorables, ce match-là. Pas-tu. Fait que, on en a déjà parlé de long en large, on n'ira pas en détail, mais pour l'intensité, pour le côté... Pour le visuel. Le visuel, aussi. exactement. Puis le côté mémorable c'est un des matchs qui va passer à l'histoire pour All Elite Wrestling, c'est certain. Fait que, pour tout ça. En troisième position, j'ai Bryan Danielson contre Zack Sabre Jr. à Wrestle Dream. Oui. C'est pas pour tout le monde. Mention honorable de mon côté, ce match-là. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Faut que t'aimes le technical wrestling. Ouais. Et la fluidité de mouvement et à quel point deux gars peuvent se parler sans se parler avec leur corps. Là. Oui. Mais il y a une communication extraordinaire de reverse, counter pendant des longs segments qui sont de manière comme fluide, très intelligente, de juste genre, oh, je déplace la jambe, l'autre me suit dans mon déplacement de bras, déplacement de... Comme, si tu veux regarder deux gars qui work, technical, c'est le match. Il y a une petite erreur de comme botch, mais ils réussissent pas à faire un mouvement qui essaie de faire qu'on a vu d'ailleurs récemment, là, mais entre Cesaro, entre Castagnoli et Bryan Danielson. Oui. Mais le côté, ils se font un peu des monkey flips en se Les monkey flips, ouais. Mais là, on a échappé les mains. C'est le seul petit botch du match, mais tout le reste... C'est incroyable. C'est pas le genre de match qui est pour tout le monde parce que c'est très technical, c'est pas aussi intense, un peu plus lent. Par contre, ils réussissent à aller chercher quand même une certaine intensité. Je pense que c'est plus le fun à regarder à la télé que live je pense que aussi. Oui. Je pense que oui. Parce que tu vois plus proche vraiment les détails qui font le placement de jambes, les placements de mains. Fait que c'est. Puis ils font des moves là-dedans que j'avais jamais vu. Là. Puis ils en font 2-3 que j'avais jamais vu. Des transitions comme ça. Fait que c'est deux lutteurs très haut niveau en technical qui font un match très haut niveau en technical. Très d'accord. Moi, je me rends compte, là, plus on avance dans le top 5, que mes mentions, dans les mentions honorables, j'ai de la WWE. J'ai aucun WWE match de la WWE dans mon top 5. Fait que, peu importe, je vais l'assumer quand même. C'est correct. C'est vers ça que je m'en vais. Peu importe. Moi, en troisième position, c'est FTR contre Bullet Club Gold du 15 juillet à Collision. Un 60 minutes, ils ont pris l'entièreté de la première heure de Collision. Le 2 out of 3, là? Ouais, exactement. Je m'attendais à rien. C'est un show à la télé qui est gratuit. Et ça, c'est du FTR qui... Tu sais, moi, Juice Robinson, pas grand fan. Il me fait un peu rien. Par contre, son personnage d'un peu fou dans la tête, j'haïs pas ça. Et ce match-là, FTR a réussi pour moi à surélever ou à élever Juice Robinson et Jay White. Fait que d'être capable de prendre deux lutteurs dont je me calisse et les mettre dans un match que j'adore, qui est dans mon top 5 de match de l'année. Du côté d'FTR, faut leur donner le props là-dessus. C'est le 15 juillet à Collision, allez voir ça. Si vous avez 1 heure de lutte, de bonne lutte à regarder, du tag team, textbook tag team, très très le fun, beaucoup de beaux spots. Beaucoup de booking. Très intelligent aussi. Ils vont travailler sur la blessure d'un peu tout le monde pour être capable d'aller chercher des falsies, donc des 1-2, pas 3. C'est un 2 out of 3 aussi, fait que ça l'amène aussi le côté, tu le sais qu'il va y avoir des pins ou des soumissions. Puis comment on va jouer avec ce genre de match-là. Exactement. On joue sur un côté intelligence mentale, tactique, plus que juste la lutte, aller donner des coups de poing. Fait que moi, je le conseille. C'était dans mon troisième position. Un bon choix aussi. Moi, de mon côté, deuxième position, j'ai encore le meilleur, Bryan Danielson. Cette fois-ci, dans son Ironman match contre MJF. Moi, le genre de match, je sais qu'est-ce que Bryan Danielson est capable de faire, mais MJF m'a beaucoup surpris dans ce match-là. J'ai trouvé très bon au niveau technical, capable de suivre un Bryan Danielson. C'était vraiment un excellent match pour moi. 100%. Qui m'a permis de... J'aimais déjà, là, on sentait MJF, mais là, on dirait que je l'aimais, le in-ring de MJF, puis que j'ai commencé à plus le remarquer. C'était quand même en début d'année, c'était à AEW Revolution, si vous voulez aller le voir. C'était le main event. J'ai aimé la construction également de ce match-là, qui était aussi construite autour de est-ce que MJF est capable de suivre un rythme, un work rate comme Danielson est capable de faire. Et, il est capable. Une belle chimie qu'ils ont eu entre les deux. Je pense Bryan Danielson a une chimie avec tout le monde. Là, parce que Bryan Danielson. C'est incroyable. Mais ça s'est bien... le Jello, il a pogné
entre lui et MJF, puis ça a bien été. Oui. Moi, deuxième position, on se rapproche du top 1. Kenny Omega contre Will Ospreay, leur deuxième match. Donc, pas celui à New Japan, mais... Forbidden Door. Ouais, exactement. Toi, c'est ton Moi, je l'ai en première. Je l'ai en première position. Un match, si vous voulez faire écouter un match de lutte à quelqu'un qui n'a jamais écouté la lutte, mais avec un layer de c'est violent. Ouais, non, j'allais pour dire, faire écouter un match de lutte à quelqu'un qui n'a jamais écouté pour qui aime la lutte, c'est peut-être pas bon. Parce que c'est quand même très violent. Il y a des spots qui font mal au cœur, mais les deux gars sont tellement... Comme le Tiger Driver 98, là, où Ospreay dépose de façon très violente, Kenny directement sur la nuque, là, comme... Il n'y a pas de boucan, il n'y a pas de façon d'essayer de camoufler. C'est pas un DDT qui est donné où la personne tombe l'épaule sur le chest de l'autre. Non. Il tombe sur la nuque. Littéralement. Mais tout pour l'intensité. Pour l'histoire aussi qu'il y a déjà donné entre les deux. Donc première victoire. Il me semble que c'est première victoire aussi d'Ospreay contre Omega première victoire en carrière. Fait que c'était aussi, moi je l'ai vu comme un passage de torche. Oui, exactement. De cette manière-là. Parce que c'était leur 4e affrontement, je crois, 3e, 4e affrontement. Puis Will Ospreay a souvent été comparé à Kenny Omega. Comme le prochain, la façon de la New Japan. Quand Kenny a parti pour la All Elite, c'est Ospreay qui a pris ce spot-là. Fait que moi, j'ai bien aimé aussi tout ça. Les deux gars, man, c'est deux qui bombent en malade, qui scellent en malade. Tu sais, genre, quand tu bombes et tu rebondis de tout ça après ton bump, t'es comme, tu bumpes, là. Genre, tu le fais pas à moitié, là. Puis, non, un excellent match de deux gars super bons à tous les niveaux. Les high flyer, technical, strong style, ils font tout dans ce match-là. Oui. Non, un très bon match, puis tu sens un Ospreay intense, une belle intensité. Il veut être là, puis il veut en donner, puis il est en train de se magasiner un contrat quelque part à ce moment-là. Exactement. Là, puis t'es pas juste pour ça, il serait donné quand même, c'est juste qu'il y a une intensité de plus. Je trouve, puis contre Kenny aussi, t'as pas le choix d'aller chercher cette intensité-là. Donc, toi, il est en première position, mais qui t'a en deuxième position? Ah, j'ai nommé, c'était Danielson MJF. Fait que toi, qui t'as en première position? Encore Will Ospreay contre Mike Bailey. J'ai été complètement ailleurs. Je m'attendais à ça. Puis là, moi, je l'ai pas mis parce que je m'étais dit que je restais à AEW. Mais correct, t'as le droit de le mettre. Ça s'est passé à Impact, à Bound for Glory. C'était pas le main event, c'était juste un match qui était là, un match un peu... Ça, c'était tellement weird que c'était pas le main event aussi, là. C'est un match qui est sorti un peu de nulle part. Je pense qu'on est en train de donner à Bailey la chance d'être capable de se prouver pour aller lui aussi se magasiner un beau gros contrat avec une des fédérations principales, Mike Bailey, qui est capable de suivre Will Ospreay. Je vous conseille ce match-là parce que les deux lutteurs sont d'une intensité qu'on voit pas souvent. Là. Will Ospreay, on le voit peut-être plus souvent parce qu'on a l'occasion de le voir lutter plus souvent. Mike Bailey, un Québécois, un gars de Laval, est capable de suivre dans le côté technique, dans le côté intensité, dans le côté violence aussi. Il y a des moves là-dedans que j'avais jamais vu nécessairement ailleurs. Des séquences de lutte, il y a un moment donné où c'est une séquence de super kick qui se donne. Fait que c'est vraiment juste, ils s'échangent des kicks. Tu fais comme Pierre, mais c'est pas si impressionnant. Non, allez voir la séquence. C'est l'intensité qui est donnée à ça. Le timing entre les deux est impeccable. Elle est presque parfaite comme intensité, comme timing plutôt. Fait que moi, c'est vraiment au top. Puis c'est un match à la TNA, à Impact. Fait qu'on est capable d'aller chercher de la bonne lutte en tant que sommelier ailleurs que dans les deux grosses fédérations principales. Fait que moi, c'est mon top. J'ai quelques mentions honorables aussi. Moi aussi, j'en ai encore. Je t'en nomme un juste comme ça. Tetsu Naito contre Will Ospreay pendant le G1 Classic. Je pense que c'est la semaine 30. Pas la semaine, mais la journée 32. Donc, c'est vers la fin du G1. Un match extrêmement intense contre Naito, qui, des fois, ça ne tente pas d'être là, mais là, ça tentait d'être là contre Will Ospreay. Un match extrêmement violent, comme la New Japan est capable de donner. Ça bump très, très fort. Ça fait mal au cou. Ça fait mal ici, là.
Moi, j'ai un match à WrestleMania 39, Drew McIntyre, Sheamus et Gunther. Oui, j'ai dans les mentions. Une excellente chimie entre les trois. Bon match. J'ai KO Sami contre les Usos, on en a déjà parlé. Moi dans aussi, les mentions je l'ai. honorables. Reign contre Cody, on a déjà parlé aussi, qui est dans les mentions honorables. Des super bons matchs, super bien construits. J'ai les 4 piliers, le match des 4 piliers. Le Fatal 4-Way à Double or Nothing. Entre MJF, Darby Allin, Jack Perry et Sammy Guevara. Un beau showcase de ce que sera l'avenir. Ah oui, parce 4 jeunes lutteurs, très bons. Fait que je vous le conseille également. Dans les autres qu'on n'a pas nommés, il me reste FTR contre Young Buck à All In, que j'ai bien aimé. Toujours des classiques. Toujours des classiques. Fait que c'est ça. Les FTR, c'est difficile de ne pas apprécier leur match. Mon Dieu, fait que ça fait le tour. On vous en nommer plus, mais mettons, notre top, c'est notre top. Je vous conseille fortement à aller voir ça. Et ouais, c'est excellent. C'est de la très bonne lutte. C'était notre bilan de l'année, partie 2, tout! Donc, mais ça fait déjà 1h45 qu'on jase, que vous nous écoutez. Vous êtes vraiment patients si vous êtes rendus jusque-là. Mais en même temps, qui ne veut pas savoir nos top 10? Fait que merci beaucoup. merci infiniment de nous suivre. Vous pouvez nous suivre partout sur YouTube. Vous pouvez liker, vous abonner sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Aussi, vous pouvez nous suivre, nous donner un petit pouce en l'air. Vous pouvez commenter sur YouTube avec le timestamp. Vous pouvez mettre un petit temps pour commenter quelque chose en particulier, quelque chose de plus précis. Vous pouvez nous donner, comme Pierre-Paul l'a fait, vos tops aussi. Vous pouvez tout faire ça. Vous pouvez aussi si vous nous écoutez, oui, sur nos plateformes de podcasts préférées, vous pouvez aller nous parler via Facebook. C'est là qui va être la façon la plus facile. On poste toujours. Toujours. On poste toujours quelque chose. Fait que dans les commentaires en dessous, écrivez-nous vos réponses si vous nous découvrez à trouver les podcasts. Fait que nous, c'est ça qu'on veut savoir. C'est quoi que vous avez aimé cette année? Fait que les différentes catégories qu'on a nommées, venez nous répondre ça dans les commentaires. Vos choix à vous. On veut que ça soit une communauté qui se parle, qu'on crée des petits débats entre nous. Fait que faites-le. Et au plaisir, sinon, de se revoir pour un 2024 où on sera là toute l'année cette fois-ci. Fait que je pense que si mon calcul est bon, on va être rendu à genre plus de 100 épisodes lorsqu'on sera au même moment l'an prochain. Hey, on va être rendu bon, là! On devrait être pas pire. Et là, on est déjà dans les 2 chiffres. Fait qu'on va espérer se rendre dans les 3 chiffres d'ici l'an prochain. Et merci beaucoup. Merci infiniment. Ça nous touche beaucoup. Puis, passez une bonne année aussi. Oui, bonne année tout le monde. La santé et des bons matchs de lutte. Beaucoup de santé. Puis, ben oui, de santé pour les lutteurs, ça, on va être capable de voir de la bonne lutte. Yes. Attention à vous, passez une belle fin de journée. Ciao, ciao! Bye bye!